Bonjour à tous, je suis Arnaud Romanet-Pérou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast Des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute! Salut Victor, merci de venir à mon podcast. Je suis ravi de t'avoir pour discuter un petit peu immobilier. Alors Victor, tu es un de mes anciens élèves de l'ESCP, tu as assisté à mon cours il y a quelques années, c'était pas il y a si longtemps que ça. Exactement, oui. Et depuis, tu as mené ta trajectoire et tu es aujourd'hui l'apôtre du mouvement FIRE. Exactement, ouais. Et tu es frugaliste. Exactement. Merci Arnaud déjà de me recevoir ici. Et oui, effectivement, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc, quand on s'est connus après, je suis allé assez classiquement en banque d'affaires. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert finalement un mouvement qui s'appelle le mouvement FIRE, donc un mouvement américain, à l'origine né dans les années 90, avec un livre qui s'appelle Your Money or Your Life de Vicki Robin, que je vous encourage à lire, puisqu'il a été réédité. Alors, il est qu'en anglais, malheureusement, mais je pense qu'aujourd'hui, il est très accessible, parce que c'est un livre un peu développement personnel américain. Donc, allez-y, même si votre niveau n'est pas forcément au top. Et suite à ça, en fait, je me suis vraiment lancé là-dedans et je me suis rendu compte qu'en France et de façon générale, quand on parle d'argent, il y a quoi ? Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'ego et généralement, vu que c'est des sommes importantes, il y a beaucoup de commissions à se faire et du coup, peu de personnes sont réellement transparents dessus. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger aujourd'hui et avec des plateformes en ligne qui permettent, en fait, qui commencent à dire, OK, voilà comment ça fonctionne, voilà où l'argent va et où c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Donc là, tu parles d'organiser un peu son épargne et ses investissements. Jusque-là, le modèle était un peu cloisonné avec des conseillers qui distribuaient des produits un peu grand public, pas forcément bien personnalisés, qu'aujourd'hui, l'information est beaucoup plus accessible. Donc tu peux trouver plus le produit qui va te convenir, puis il y a des nouveaux produits qui arrivent. C'est un peu ça, ce que tu évoques. C'est exactement ça. Le mouvement FIRE, c'est un acronyme. Donc FIRE, c'est pour Financial Independence and Retire Early. Et en gros, le concept, c'est de prendre sa retraite de façon précoce. En français, mais j'aime pas trop le terme. En gros, c'est devenir rentier. C'est que ça. Et avant de devenir rentier, il y a quand même tout un exercice de se dire, OK, qu'est-ce que je veux comme vie ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vivre avec 8-10 000 euros par mois ? Non. Est-ce que je pourrais être rentier, par exemple, avec 1 000, 2 000 euros par mois ? On pourra revenir aussi sur le terme de rentier, puisqu'on a toujours l'impression de quelqu'un de très oisif. Oui. Mais dans ce que tu construis, toi, tu te construis un patrimoine qui quand même te demande du boulot, quoi. Oui, exactement. Alors après, en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont des unfair advantage et qui peuvent hériter. Moi, je trouve ça très bien. Moi, j'ai rien contre ça. Et moi, en l'occurrence, pour y arriver, j'ai testé plusieurs choses et indirectement, j'ai dû faire beaucoup d'économies, faire beaucoup d'efforts d'épargne. Ah, ça, t'as commencé ça sur tes premiers salaires ? Alors, sur mes premiers salaires, pas forcément, parce qu'à l'époque, moi, j'avais plutôt une approche. En gros, j'avais une vision de l'argent. J'avais l'impression que j'avais manqué de l'argent pour différentes raisons. Et du coup, mes premiers salaires, je les ai plutôt dépensés. Donc, quand j'étais en plus, quand on est en banque d'affaires, généralement, on travaille beaucoup. Du coup, on a très peu de temps pour sortir, etc. Donc, on a en fait indirectement des moyens très importants vu le temps qu'on a. Donc, quand j'ai commencé, je gagnais bien ma vie parce que généralement, on fait ces métiers-là parce qu'on veut bien gagner sa vie et en plus, intellectuellement, c'est intéressant. Et à l'époque, donc 2008-2011, toute cette période-là, c'était l'endroit où on allait quand on voulait développer des compétences, beaucoup travailler. Aujourd'hui, c'est peut-être plus des startups ou plus Google, plus Facebook. Ouais, il y a eu un tournant, j'ai l'impression, du modèle où les alumni de grosses écoles allaient sur les grosses boîtes de conseil ou les banques d'affaires. Et dans la vague entrepreneuriale des années 2010, on a eu un mouvement où même les MBA commencent à aller de plus en plus dans des postes sur du développement de start-up. Ouais, exactement. En fait, il y avait pas. Faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas trop la quête de sens. À l'époque, nous, je pense nos générations, ceux qui ont 30, 40, 50 ans, on avait encore l'archétype de la réussite à l'américaine des années 90. Nous, on est nés en regardant des séries Beverly Hills. Donc nous, on regardait le mec, il avait sa Porsche et on disait, OK, on veut devenir trader. Donc il n'y avait pas encore eu trop de crises où en fait les traders étaient encore là, étaient encore successful à l'époque. Moi, mes potes qui sont traders aujourd'hui gagnent pas tant que ça. Oui, puis peut-être qu'on comprenait pas bien ce que faisait un trader non plus, mais on savait qu'il gagnait beaucoup d'argent. C'est ça ce qu'on voulait faire. Exactement, on se disait, le mec il a l'air de se marrer, machin, on le voyait tout le temps faire des fêtes et tout. Côté Wall Street. Street. Et il n'y avait pas encore ces notions d'écologie. Il faut se dire que nous, à l'époque, l'écologie, on n'en parlait pas trop, c'était pas là. Et on se disait, OK, on va aller là-dedans. Et moi, j'ai pas mal de mes potes. Et d'ailleurs, ça a été des drivers pour eux pour aller faire des études type HEC, Polytechnique. Ça a été des drivers. Ils sont allés là-bas pour aller faire ce
type de job. Et là aujourd'hui finalement, je pense que dans les nouvelles générations, ceux qui aujourd'hui font HEC et Polytechnique, je pense qu'il y en a peu qui vont aller pour être trader. Et d'ailleurs nous, ce qu'on a connu, et je pense qu'on est le même prof indirectement à un moment, nous on a été la première génération, on nous a dit écoutez les mecs, ça sert à rien d'aller faire du trading, il n'y a plus de place et tout va être automatisé. Et moi, ça m'a marqué. C'était un choc, ouais. Un choc, ouais. Et je me suis dit, bon, autant aller en banque d'affaires où il y a encore du boulot, ou même dans l'immobilier, ce qui peut être très intéressant, ce que je pense que tu as fait. Oui, puisque c'est vrai qu'en finance, donc on distingue la finance de marché, qui est le côté trading, celle de marché, et le côté corporate, où on est dans le développement des sociétés. Et le côté trading est dans la salle de marché. C'est vrai que c'est beaucoup automatisé maintenant, c'est beaucoup des robots, c'est du trading haute fréquence, donc c'est de moins en moins des cow-boys derrière leur ordinateur qui font des paris insensés pour gagner beaucoup d'argent. Donc, le monde a beaucoup changé, pour le bien, pour le mal, je sais pas, mais en tout cas, ça a beaucoup évolué. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que j'ai eu la chance de faire partie de la dernière génération où j'ai été assistant trader et j'avais 16 millions à gérer sur des trucs où c'était intéressant à l'époque, c'était marrant. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Aujourd'hui, tout est automatisé. Et donc, pour faire le lien avec le mouvement FIRE, donc toi, tu commences à travailler, tu as tes premiers salaires, bon, tu craques, c'est la phase d'euphorie, tu dépenses, tu te détends, et puis il y a un moment, il y a un truc qui se passe dans ta tête. Ouais, parce qu'en fait, à un moment, c'est bien, vous commencez à rendre compte, vous pensez que vous gagnez beaucoup d'argent, en fait, à un moment, parce que, par rapport à vos amis, etc., vous avez beaucoup de moyens, et surtout quand vous sortez, par rapport à vos amis, vous avez vraiment beaucoup de moyens parce que vous sortez peu, et en fait, vous n'avez pas de vie. En banque d'affaires, vous faites quoi? Vous dînez dans la banque tous les soirs, et vous rentrez avec un taxi vers 1h du matin, et en fait, vous faites rien de votre vie, vous avez juste vos 3-4 costumes, et vous allez tous les jours bosser. Et en fait, ce qui s'est passé à un moment, moi j'adorais au début, c'est hyper enivrant, parce que vous avez l'impression, par exemple, tous ceux qui sont dans les startups aujourd'hui, c'est la même sensation que ce que vous avez l'impression de dominer le monde, vous avez l'impression d'être intelligent parce que vous faites des trucs, etc. Puis à un moment, quand vous prenez un peu de recul, vous vous rendez compte que, quand vous commencez à maîtriser à peu près ce que vous faites, vous vous rendez compte que ça va être long, les années qui viennent, parce que c'est tout le temps la même chose et c'est beaucoup de boulot. Et beaucoup de boulot où en fait vous crunchez des chiffres. C'est beaucoup de pitch et beaucoup de présentations, quoi. C'est que des prêts en fait. Ce que vous faites, on vous dit, écoute Victor, si vous avez la chance de travailler avec un directeur, ce qui est très rare, moi j'avais la chance de bosser avec quelques directeurs, généralement c'est hyper cloisonné, donc vous ne travaillez qu'avec votre N+1 et c'est une pyramide. Et là vous avez votre N+1 qui va dire, écoute Victor, moi j'ai besoin pour demain de savoir tout sur EDF. Voilà, EDF et les centrales nucléaires et qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va les rénover, etc. Et alors vous êtes là, ok, et vous téléchargez les rapports annuels, vous regardez tout, vous faites des calculs, vous vérifiez tout. C'est le mandat à 18h. Voilà, c'est demandé. Alors généralement c'est demandé à 18h. Alors ce qui est fantastique, c'est que de temps en temps vous arrivez le matin à 9h30 et là vous avez potentiellement, alors généralement le matin vous avez quand même des revues de presse, des choses à faire, c'est intéressant. Puis au moment où vous avez pas grand chose à faire, et à un moment vous savez pas pourquoi, mais en fait je pense que c'est parce que les déjeuners ont lieu le midi et les gens se voient le midi. En fait bon, c'est un milieu d'affaires, donc les gens déjeunent, lient un peu amitié et puis business. Et du coup vous à 18h vous recevez un texto, on dit ouais Victor, faut faire ça, on vous appelle. Alors c'est peut-être votre boss qui peut être à Dubaï en plus, qui est en vacances en fait, en réalité, mais qui vous appelle et qui vous dit ouais, à l'époque c'était l'époque des BlackBerry, super téléphone qui n'existe plus. Et ok, et vous retrouvez en fait à 18h à essayer de creuser un sujet, mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous creusez, vous essayez de comprendre la strat, comprendre le truc, faire une centrale nucléaire, on sait ce que c'est, mais en gros comment ça marche et comment ça se rénove, enfin voilà. Et en gros vous faites ça et vous retrouvez jusqu'à, en fait vous dormez presque pas et vous rendez quelque chose et vous espérez, vous priez que toutes les données sont bonnes. Et en fait ce job-là vous éduque littéralement à avoir efficacité et à comprendre ce que vous faites et à ne pas faire d'erreur. Et ça, c'est attention to detail. Exactement. Et si vous faites pas ça, en gros vous restez pas. Si vous faites, moi ça m'est arrivé comme tout le monde de faire des erreurs. En gros, c'est pas forcément violent, mais la violence vient du niveau d'exigence où on vous regarde et on dit écoute Victor, t'as merdé, c'est la dernière fois. Bon. Il y a une question d'endurance, j'ai l'impression aussi. Il faut pouvoir tenir le rythme. Ouais, je pense que dans tous les jobs et principalement en M&A, en fait, si on fait la différence entre le conseil en strat que vous pouvez faire dans des gros cabinets, BCG, etc. et M&A dans n'importe quel cabinet de M&A, mais plutôt ceux qui ont bonne réputation. En fait, il y a quand même une notion en M&A, vous êtes des bourrins, en gros, faut être intellectuellement assez costaud, mais derrière c'est vraiment bourrin, il faut être endurant. Conseil en strat, c'est pareil. En vrai, il faut potentiellement intellectuellement aller un petit peu plus loin, donc de temps en temps il y a plus de risques, mais il faut quand même être des gros bourrins, il faut vraiment bosser. Et quand vous les voyez, les gars, c'est pour ça qu'ils deviennent vachement bons après. En fait, quand vous discutez avec des mecs, vous avez l'impression qu'ils sont très smart, c'est juste parce qu'ils ont bossé 15 heures par jour pendant 10 ans. Ça forme. Ça forme. Et donc là, tu te dis, finalement pas pour moi, tu reviens sur quelque chose de peut-être plus rationnel en disant quoi? J'ai pas besoin de tant d'argent, ou alors faut que je fasse autre chose de plus intelligent pour moi, plus satisfaisant? Ouais, en fait, j'étais encore assez pragmatique à l'époque, donc pas forcément très, très évolué intellectuellement. Je regarde le truc et je me dis, zut, c'est une pyramide. En plus, à l'époque, c'était même pas une pyramide.
pyramide, c'était un espèce de cercle. Donc, normalement, on vous promet à partir d'un certain temps d'être tout en haut, vous êtes directeur et vous avez l'impression que la vie des directeurs, vous savez, ils sont bien habillés, ils vont dans des dîners, etc. Vous avez l'impression que leur vie est fantastique. En fait, vous savez pas du tout ce qu'ils vivent, mais bon, voilà. Et en l'occurrence, nous, moi, dans la banque dans laquelle j'étais, c'était plutôt un cercle. Donc, en fait, normalement, ceux qui sont au-dessus de vous doivent vous inspirer et vous devez avoir conscience que votre vie est terrible, mais que demain sera meilleur. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un cercle, ce qui fait que ceux qui étaient au-dessus de moi, je me rendais compte que leur vie était en fait la même que la mienne, alors que ça faisait 2, 3, 4 ans qu'ils étaient là. Et je me rendais compte que c'était pas ce qu'on leur avait promis. Donc déjà, là, je me suis dit, OK, il y a un petit truc qui va pas. Et après, je me suis dit, attends, je regardais un peu les salaires. Les salaires, en fait, ont commencé à changer quand j'y étais. Avant, on pouvait très très bien gagner sa vie. Et puis moi, je me rendais compte que ça devenait compliqué parce qu'il y a une crise, donc plus de concurrence, donc des juniors qui arrivent comme moi, d'autres, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, les salaires vont pas forcément augmenter. Bref, il y a un moment, j'ai eu un autre déclic. Donc c'est dans le métro, pour aller ligne 1, tous ceux qui le prennent on est tous en costume à 9h30 du mat. Et là, j'ai vu des personnes autour de moi et je me suis dit, surtout une femme, en fait, elle avait l'air très fatiguée. Je me suis dit, attends, en fait, Victor, tu te diriges dans cette vie-là. Tu vas être obligé de continuer à travailler parce que en fait, tu auras un train de vie qui sera quand même important. À Paris, ça coûte très cher, etc. Donc, je me suis dit, trouve une autre solution. Et dans le soir, en rentrant dans le taxi, j'ai regardé, je me suis dit, s'il y a bien des mecs qui ont inventé un truc, c'est des Américains. Du coup, je suis allé voir des blogs, etc., des articles, et je suis tombé un peu sur Fire. Et c'est là où je me suis intéressé à ça, où en gros, le seul truc que j'ai retenu, parce que bien sûr, j'ai lu en diagonale, parce que quand vous rentrez et que vous êtes crevé, vous lisez en diagonale, c'était investir en bourse. Alors, moi, j'étais OK. Et investir dans l'immobilier, j'étais là OK. Et créer un business. Je disais, attends, créer un business, comment faire? Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé. Alors, j'ai fait énormément d'erreurs. Là, j'ai fait plein de trucs qu'il ne faut pas faire, mais je suis très content de l'avoir fait. Mais donc là, tu as pris du recul. Tu t'es dit, globalement, ce que les gens font, c'est qu'ils travaillent, ils bourrinent, ils gagnent beaucoup d'argent, ils gagnent plus d'argent, puis après un moment, tu es en sécurité quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tangente à prendre qui serait un peu plus smart, où les conditions de travail ou les conditions de succès sont un peu différentes? Et après, moi, j'ai le sentiment que ça t'a créé aussi un autre recul sur tes vrais besoins. Et donc après, quand tu as modélisé ces vrais besoins, comment fallait atteindre ces objectifs? Ce qui je trouve intéressant, c'est le côté FIRE, le côté frugaliste, où tu te dis, en fait, quand on recherche un peu notre quête de sens, on se dit, qu'est-ce que je cherche à avoir? Plus de biens, plus d'argent pour dépenser plus, ou finalement, est-ce que une fois que j'ai satisfait mes besoins fondamentaux, de quoi j'ai besoin en plus pour peut-être être juste heureux ou content d'exister, quoi. Et donc, tu es un peu passé par là? C'est ça. Au début, en fait, c'est un peu ma vie qui m'a emmené là-bas. Et heureusement, en fait, que j'ai pas réussi très vite à faire beaucoup d'argent, parce que je pense que sinon, je me serais pas posé ces questions de fond. Tu serais tombé dans le piège. Je serais tombé dans le piège. Cash doré, même potentiellement, enfin, plein d'autres choses, parce que faut voir les gens qui ont beaucoup d'argent, ce qu'ils ont comme vie. Et je suis pas sûr qu'on soit tous assez stables intellectuellement pour vivre ça. Et en gros, alors faut savoir que moi, mes parents sont assez années 70, genre, mais Victor, depuis que je suis né, trouve ta mission, ce que t'aimes, tu vas voir ton job, tu vas t'épanouir. Et en fait, moi, je comprenais pas, parce que on me disait ça, moi j'étais OK, job que j'aime, en plus tu vas être bien payé si tu trouves le truc que t'aimes, etc. Enfin, je comprenais rien. C'est hyper dur à comprendre. C'est hyper dur à comprendre. Et je pense que dans la vie, faut juste se dire, et rassurez-vous pour ceux qui en sont à ce niveau-là, non, il faut tenter des trucs. À un moment, oui, il va y avoir un déclic, et oui, vous allez tomber sur quelque chose que vous aimez, mais pas trop de pression. Donc en fait, au tout début, là aujourd'hui, moi ce que je dis dans le mouvement FIRE, et c'est vachement bien quand c'est structuré, c'est dès aujourd'hui, pensez à la vie que vous voulez avoir dans 5-10 ans et mettez-y un prix. Donc pensez à la vie si vous voulez avoir 1 ou 2 enfants, habiter je sais pas, en banlieue de Paris, mettez-y un prix, par exemple 2 000 € par mois, si c'est ça ce dont vous avez besoin, ce sera généralement plus. Et après ce prix-là, ce montant-là, vous pouvez le transformer en investissement, donc en une somme que vous devez investir. Bon là, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais la règle des 4%, en gros, pour avoir 2 000 € par mois, ça veut dire que vous devez avoir investi 600 000 € à 4%. Ça, c'est critiquable, etc. Mais grosso modo, ça vous donne au moins un horizon, parce que quand vous commencez, en fait, l'argent, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Vous dites, OK, est-ce que c'est 2 000, 4 000 est-ce qu'il faut que j'investisse 1 million? Est-ce qu'un million, c'est intéressant? Enfin bon, peu importe, au moins, ça vous donne un cadre. Et une fois que vous avez ça, donc vous avez établi un peu là où vous voulez aller, et déjà, faites-le dès maintenant. Par rapport à ce que vous croyez, c'est pas grave. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas si vous voulez des enfants, etc. Déjà, essayez de vous projeter et faites-le franchement sur un bout de papier et dites-vous, OK, je vais aller là. Et après, au moins, vous avez un montant un peu précis. Après, vous posez la question de comment arriver à ce montant-là. La règle des 4%, c'est quel est le patrimoine que tu dois constituer en cash ou en investissement, qui lui-même va générer un intérêt de 4%, et ces 4% vont faire tes revenus. Exactement. C'est ça. Donc, 4%, c'est après fiscalité, c'est le net que tu touches. Hein. Voilà, je pense que quand on fait ce type d'exercice, pour ceux qui sont comptables ou mathématiciens, il faut plutôt se dire, regardez votre pote, le physicien, qui fait des arrondis un petit peu partout, et en fait, c'est ça qu'il faut prendre. Il y a un moment, et je pense que dans les métiers,
tous ceux qui sont dans les métiers vraiment de la banque d'investissement à des chiffres, il faut vraiment prendre du recul et se dire ok, non, je suis pas là pour traiter le taux d'imposition qui va évoluer, l'inflation, tout ça. Non. Dans un premier temps, faisons quelque chose de très vulgarisé et après on aura tout le temps de regarder dans le détail. Oui, parce que un business plan, donc en fait tu fais le business plan de ta vie en te disant bon, combien je dois gagner, donc combien je dois créer de capital qui doit travailler pour produire la somme dont j'ai besoin pour vivre et donc mettre de côté une partie significative, investir et pouvoir constituer ce capital. Donc tu fais un BP en gros sur ta vie et tous ceux qui ont fait un BP savent qu'un BP de toute façon c'est faux, que plus c'est long plus c'est faux, donc il faut savoir le faire sur une maturité qui est relativement courte et surtout pas hésiter à le remanier régulièrement parce que ta vie change. On voit bien sur ces 10 dernières années, entre il y a 10 ans, 10-15 ans quand on commençait à bosser, maintenant on a beaucoup évolué, on n'a pas les mêmes objectifs et donc faut pas s'enfermer dans un business plan. Exactement. Voilà, puis après tu as la vie, tu rencontres quelqu'un, tu peux avoir des enfants, vraiment ça peut changer très très vite. Exactement. Le nerf de la guerre, même si pour ceux là qui vont lever de l'argent avec des startups, le nerf de la guerre en fait, un business plan, l'intérêt c'est juste de se poser des questions et de se dire grosso modo est-ce que ça marche et est-ce que ça colle et est-ce que j'ai une vision un peu mathématique et cartésienne de quelque chose qui peut se passer, basé peut-être sur une intuition. Tu cherches une cohérence. Tu cherches une cohérence. Et d'ailleurs, quand vous levez des fonds, la seule chose que va faire un VC, c'est juste vérifier si vous êtes un mec bien, en gros, et vérifier si vous avez la niaque et que vous n'allez pas partir au bout d'un an parce que en fait, vous en pouvez plus, vous êtes en burn-out, et vérifier si vos objectifs sont cohérents par rapport à la situation, lui, qui voit du monde, etc. Et c'est que ça. Donc, en fait, vous mettez pas trop de pression. Le vrai truc, c'est franchement, vous dites, OK, moi, allez, dans 5 ans, je me vois toujours vivre à Paris, je me vois avoir 2 enfants, ou un enfant, ou peut-être que j'en veux pas. Alors, prévoyez quand même un peu moi, ce que j'appelle des worst case scénarios, c'est-à-dire quand vous avez une boîte, il y a un moment, disons que demain vous rachetez une boîte, prévoyez que la boîte elle fasse 50% de chiffre d'affaires en moins, parce que comme ça au moins vous voyez ce qui se passe et vous voyez si vous allez vraiment être efficace. Faut stresser le BP un peu. Ouais, voilà, faut le stresser. Donc votre vie, stressez-la. Alors pour stresser votre vie, en fait, voyez-la plutôt en positif. Donc beaucoup d'enfants avec un bel appartement, parce que tout ça fait que en fait vos coûts sont plus importants et du coup l'argent que vous allez devoir avoir investi sera plus important. Toi, tu vas très loin, ou tu es allé peut-être très loin dans cette modélisation. Donc, tu t'es dit, voilà, moi je vais vivre à Paris, je sais que j'aurai X enfants, que ces enfants m'ont coûté tant parce qu'il faut leur donner à manger, les éduquer, les faire garder, etc. J'ai besoin de temps pour vivre. Et après, toi, ton BP, il a la particularité d'être extrêmement frugal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi, en fait, tu te rends compte que tu peux dépenser très peu. Oui, en fait, le lien entre FIRE et frugalisme, c'est FIRE, grosso modo, c'est juste être indirectement rentier à un moment, donc d'être rentier. Quand on est à la retraite, on est, pour la plupart d'entre nous, avec le système par répartition français, on est rentier. C'est-à-dire que juste l'État nous donne de l'argent. Voilà, c'est tout, on est rentier. Donc si on change un peu de vision, tous vos parents qui sont à la retraite sont rentiers. Voilà, on peut passer là-dessus. Deuxième élément, c'est il y a un moment, FIRE, par exemple, tous ceux qui aujourd'hui vont lancer une boîte, la revendre et avoir 1, 2, 3, 4, 10 millions d'euros, je leur souhaite, quand vous avez 10 millions d'euros, là, vous êtes FIRE, en fonction de ce que vous dépensez et si vous investissez bien votre argent. Et là, il faut faire attention. Et là, il faut vraiment... En gros, moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont ces montants-là, qui viennent me voir en me disant, Victor, en fait, je comprends rien, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Et je pense qu'ils ont raison, il faut faire attention. Moi, je connais pas mal de personnes qui ont investi dans des choses un peu vraiment risquées. Et c'est normal d'investir dans du risqué, enfin bon, on a chacun sa définition, mais dans d'autres pays et maintenant ils ont perdu beaucoup d'argent et ils se disent ok, il faut que je retourne travailler. Bref, c'est une autre histoire. Donc en gros, généralement, ce qu'il faut se dire, c'est que on n'est pas obligé d'avoir une vie vraiment allégée et frugale pour être FIRE. Par contre, du coup, ce qui va se passer, c'est lorsque vous voulez devenir finalement libre financièrement et vivre de vos rentes, il y a quand même un moment où il faut bloquer votre niveau de vie. Parce que si votre niveau de vie s'adapte toujours à vos rentrées, et c'est ce qu'on fait tous naturellement et c'est normal. On dépense plus quand on gagne plus. On dépense plus quand on gagne plus. Donc par exemple, là demain, vous gagnez 1000 euros de plus par mois, vous pouvez partir une fois par mois en vacances et pour 1000 euros, ça va vite. Prendre un plus grand appartement qui va coûter plus cher. Plus grand appartement, changer par exemple, au lieu d'aller dans un restaurant qui coûte 50 euros, vous allez dans un resto qui coûte 150, puis voilà, c'est parti. Et en fait, en réalité, vous le voyez même plus à un moment parce que vous habituez, c'est comme tout. On se rappelle, moi je me rappelle encore de mes McDo à 5 euros quand j'étais étudiant, j'étais hyper content d'y aller. Moi aujourd'hui, je vois les choses totalement différemment. 5 euros, ça n'a plus trop de valeur pour moi, mais chacun à son niveau, il faut faire attention parce qu'on s'habitue à tout, donc aux choses négatives, mais aussi aux choses positives. Mais dans le côté frugaliste, ce qui est aussi intéressant, c'est le côté responsable. C'est de se dire, je prends un peu de recul sur la société de consommation, je prends un peu de recul sur cette course où plus je gagne, plus je peux dépenser, dans quoi je dépense et pourquoi
pourquoi je dépense et finalement quels sont mes besoins. Et par rapport au monde d'aujourd'hui, c'est une question qui est clé, en disant je vais peut-être pas changer de téléphone en fait tous les ans tant que ça marche. Je vais peut-être pas acheter des fringues toutes les semaines. Voilà, il y a tout un mouvement qui est intéressant et qui est aussi responsable, qui permet d'avoir voilà alors je dirais une éthique, mais ton rôle à jouer dans le monde de demain, quoi. Exactement, parce que là on est quand même un petit peu coincé, hein. On est coincé parce que nos standards toujours de réussite aujourd'hui, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et qui dit gagner beaucoup d'argent, généralement dépensent beaucoup, et quand on dépense beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On achète une voiture de course, etc. Enfin bon, bref, ça va vite. On achète une voiture, 2 voitures, 3 voitures. 3 voitures, et ça va vite. Et on consomme en fait, on consomme et on fait vivre l'activité économique. Donc d'un côté, dans nous, ce qu'on connaît, c'est bien, ça fait des jobs pour tout le monde, etc. Mais bon, est-ce que ce modèle est toujours viable? Si la Terre était illimitée, en vrai, why not? Ouais, on se poserait pas le problème. Ouais, lançons-nous, consommons, etc. Là, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se dit, ouais, zut, on est un peu comme une fourmilière, on est un peu trop là, on consomme un peu trop et on pollue un peu trop. Du coup, on est en train de un peu gâcher le monde dans lequel on vit. Et sans ce monde-là, je suis désolé pour Musk et j'espère que je me trompe, mais il y a combien de personnes qui pourront l'habiter sur Mars? Ok, une centaine. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, le véritable enjeu, c'est ce qui est bien dans cette démarche, c'est en gros, quand vous vous rendez compte du montant qu'il faut avoir mis de côté, il y a 3 piliers. Soit vous épargnez beaucoup, vous investissez en bourse. Quand vous épargnez beaucoup, en fait, ça change votre statut, et en fait, vous devenez bon père de famille, et du coup, vous pouvez emprunter. Du coup, vous pouvez utiliser l'effet de levier pour l'immobilier. Et en France, on peut bien le faire, donc on va voir ce que ça donne l'année prochaine. Enfin, là, on est juste au moment où les banques commencent à durcir les crédits parce que Covid, etc. On verra, mais on va voir ce qui se passe, hein. On ne sait pas, de toute façon, dans l'investissement, rien n'est jamais sûr. Et le dernier élément, c'est une fois que vous avez épargné à fond, que vous avez investi en bourse et que vous ne pouvez pas faire plus, une fois que vous avez utilisé tous vos effets de levier et que vous avez mis dans l'immobilier, par exemple, si vous n'arrivez pas à atteindre ces 600 000 euros qui vous permettent d'avoir 2 000 euros, à un moment, vous passez au business. Et vous dites, OK, je crée en plus de mon job, parce qu'il faut quand même se dire un truc, avoir des salaires, ça dépend dans quelle activité vous êtes, mais on est tous plafonnés à un moment, sauf si on arrive à être le big boss ou un des big boss, où on est par exemple commercial et qu'il y a des gros contrats à signer avec beaucoup de marge. Mais sinon, en toute transparence, on est tous limités. Il y a des salaires, quand on voit nos amis qui ont à peu près 30 ans, voilà, moi aujourd'hui, les salaires qui sont vraiment plafond, c'est 80, 120 000 euros. C'est un peu compliqué, sauf si vous êtes en banque d'affaires, sauf si vous êtes dans les secteurs où franchement ça y va. Et sinon, voilà, vous êtes vraiment, on est un peu limité à ça. Et du coup, le nerf de la guerre, c'est qu'une fois que vous vous rendez compte du montant qu'il faut investir, il faut trouver des solutions pour y arriver le plus vite. Et une des solutions, c'est quand même d'épargner beaucoup et du coup, là, de changer votre rythme de vie, donc d'aller un peu moins resto, etc. Donc moi, à un moment, je suis devenu hyper psychorigide, hein. Alors psychorigide, je dirais pas ça. Non, c'est un peu parce qu'en vrai, quand vous me connaissez, c'est pas exactement ça. C'est en fait, moi je comprenais pas comment gérer mon budget, et donc pour gérer mon budget, moi j'ai besoin d'un truc que j'applique. En fait, moi je suis un peu ingénieur de base. T'as besoin de rigueur, quoi. Ouais. J'ai besoin de rigueur, et puis j'ai besoin d'un truc simple. Moi, si je commence à réfléchir, je suis perdu, hein. Donc moi j'ai besoin de me dire, écoute Victor, tu vas au restaurant, faut que tu dépenses 20 euros pas plus, et tu vas une fois par semaine. Et du coup moi dans ma tête, c'est resto 20 euros une fois par semaine. Ok. Le midi, je me dis 5 euros. Bon après, moi j'ai un régime, je fais un jeûne alterné, donc en fait je déjeune pas, donc c'est beaucoup plus facile pour contrôler mon budget. Rassurez-vous, je suis pas maigre parce que j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup l'huile d'olive et c'est très gras, etc. Enfin bon, ça c'est autre chose, peu importe. Mais en gros, avec des règles très simples, en fait, je comprenais pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé dans mon dernier job, en fait, je voulais avoir un sens à un moment, et du coup, je suis allé dans l'application Leader, je sais pas si je peux le dire, mais dans l'application Leader qui s'appelle Bankin, sur la gestion de budget. Bon, 4 millions d'utilisateurs, enfin à l'époque quand j'y étais. Et en gros, la gestion de budget avec Bankin, moi je trouvais ça super utile pour plein de choses, surtout quand vous avez des investissements immobiliers, que vous avez plein de comptes. Moi j'ai plein de comptes bancaires, c'est galère, je sais jamais si on m'a payé, etc. Et en gros, ce que je trouvais dommage, c'est que la gestion de budget avec Bankin, je comprenais pas trop comment ça marchait parce que ça me parlait pas. Ça parle à beaucoup de personnes. Mais moi j'avais besoin d'un truc vraiment bête et méchant. Donc je sais combien je peux dépenser dans un dîner, dans des cadeaux, dans tout ça. Et en fait j'ai mes règles, mais j'ai un tableau et je sais, et comme ça m'évite de déborder. Bien sûr que j'ai débordé. Là avec Covid, la crise, tout ça, j'ai jamais dépensé autant d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, c'est compliqué. J'ai perdu beaucoup d'argent sur des business. À un moment, bon, vous cherchez la compensation. Moi, je suis pas encore sorti du système, hein. Donc, si à un moment vous avez besoin de vous tenir, à un moment, si vous commencez à bader en devenant frugaliste, n'hésitez pas à dépenser un peu sur des trucs qui vous feront du bien. Donc, si c'est, je sais pas, des fringues, etc., allez-y. Moi, c'était pas des fringues, c'était plutôt, j'ai commandé de la bouffe, j'ai bouffé, j'ai pris un peu de poids, je le savais, mais à un moment, il faut juste absorber le choc, hein. Donc voilà. Faut pas chercher à se faire du mal pour se faire du mal. Non, puis c'est un marathon, c'est un peu comme un régime. L'objectif, c'est sur le long terme, le court terme. Ça peut être aussi un objectif sur le moyen terme, parce que, en fait, ce qui est intéressant aussi en devenant frugal, du coup, vous diminuez le niveau de vie que vous avez aujourd'hui. Du coup, vous vous habituez pas à monter de niveau de vie. Du coup, votre niveau de vie target, il va être inférieur.
Et quand ce niveau de vie est inférieur, eh ben c'est mieux. Parce que généralement, quand on fait ce tableau au début, qu'on se dit OK, combien on veut, etc., on va dire OK, moi je veux 10 000, en couple je veux 20 000 euros, enfin des gros montants. Après, on se rend compte que c'est quand même 1, 2, 3, 4 millions qu'il faut aller chercher. Ouais, ça fait des montants significatifs à épargner. C'est énorme. Ouais. Énorme, et à investir. Et après, tu peux redevenir un petit peu raisonnable en disant finalement, j'ai peut-être pas besoin de 10 000. Peut-être qu'avec 8 000, on va voir déjà comment ça se passe. Bien, ouais. Et après, on fait finalement 4 000, n'est-ce pas? Ouais. Et en fait, c'est pas trop grave parce que l'essentiel, c'est de se lancer dedans. Et quand vous lancez, indirectement, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, si ce qui vous a drivé au début, c'est les 10 000 euros, allez-y. Parce que tout ce que vous allez faire pour atteindre ces 10 000 euros, si ça ne vous fait pas déprimer, ça vous permet d'avancer. Et à un moment, vous allez... moi, je peux le dire avec le peu d'âge que j'ai aujourd'hui, mais vos envies, votre notion de succès, tout ça, ça va changer dans votre vie. En fait, plus vous allez... si vous êtes plus jeune dans le podcast, mais plus vous allez vieillir, en fait, plus vous allez rendre compte que ce qui vous importe réellement, c'est peut-être juste prendre un café avec un pote et de rencontrer des gens que vous trouvez smart dans votre domaine. Et puis, voilà. Et puis nous, tous nos potes, moi, j'ai plein de potes qui n'ont pas pu acheter à Paris, ils sont partis. Et ils sont très contents. Ils sont très contents de là où ils sont aujourd'hui, alors qu'avant... Mais oui, finalement. Donc, finalement, ils sont très contents. Voilà, vous allez voir, tout évolue. Ce qui est intéressant dans la Dynamic Fire, c'est de se dire aussi, je me prends en main pour organiser ma retraite. Parce que toi, donc, l'acronyme RE dit Retire Early, mais finalement, tu n'es pas obligé de partir à la retraite à 40 ans. Tu peux te dire, juste, je ne fais pas super confiance au système, ou en tout cas, je veux me prendre en main, et moi, je veux être à la retraite entre 60 et 70 ans. Je veux tant de milliers d'euros par mois, donc j'ai 40 ans ou 30-40 ans pour mettre ça de côté et créer mon capital. C'est ce que beaucoup de gens ont fait sans le savoir, finalement, en commençant à investir dans des appartements, dans l'immobilier, puisque c'est quelque chose d'un peu commun, et qui ont constitué du capital. Mais voilà, là, toi, tu fais un exercice très stressant dans le sens où tu estimes pouvoir partir à la retraite à 40 ans. Donc, ça demande un effort considérable de frugalité et d'investissement. Mais après, tu peux te détendre et te dire, en fait, moi, je veux pas être rentier à 40 ans, je veux être rentier à 45, 50, 60 ans, et du coup, ça te détend un peu sur le BP, quoi. Exactement. Moi, en vrai, j'ai stressé le BP, c'est exactement ce que tu dis. En fait, retire early, quand on va aux États-Unis, la plupart n'ont pas de retraite, s'ils ne mettent pas d'argent de côté, donc en fait, juste, c'est retire, quoi. Donc, est-ce que tu veux être à la retraite? Après, ce que je trouve très intéressant avec cette méthode, c'est qu'au moins, si vous la creusez, ça vous donne toutes les bases pour comprendre les investissements. Et après, vous avez en fait finalement, c'est une éducation financière que potentiellement on n'a même pas quand on fait. C'est dommage parce que quand on est en école de commerce, etc., on va avoir une éducation financière, mais des entreprises. Et en fait, peu de personnes font le lien entre. En fait, une entreprise, on peut se traiter soi-même comme une boîte. Et moi, c'est exactement ce que j'ai appliqué. En fait, tout ce que je faisais au début en regardant les entreprises, d'ailleurs, dans tes cours aussi, ce qu'on a appris sur l'immobilier, je me suis dit, mais en fait, si je prends ce truc-là et que je l'applique moi perso sur mes investissements, c'est exactement pareil. Bon, vous n'avez pas accès aux mêmes outils potentiellement, il faut changer un peu, la fiscalité n'est pas la même. C'est l'idée, quoi. Voilà, c'est l'idée. Et en gros, ça vous permet vraiment et surtout dans le système actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, mais en gros, le système va dans un sens où déjà ceux qui ont des très gros revenus vont moins cotiser vont moins cotiser on va dire, grosso modo, vont moins cotiser et surtout avoir moins de retraite, parce que leur retraite va être plafonnée, la retraite par répartition, et du coup, on va leur donner plus les moyens pour qu'ils puissent investir, pour s'en sortir et investir dans l'économie. Donc dans l'économie, ça va être dans des PME, des TPE, dans l'immobilier, etc., pour qu'ils puissent, eux, garantir leur niveau de vie à la retraite. Donc le système évolue, quoi. Ce qui n'est pas évident, et ce que tu mentionnes très bien, c'est que le monde anglo-saxon est très différent du monde français, où nous, on a une organisation, c'est-à-dire qu'on a un État qui nous prend en charge, et qui nous permet de cotiser indirectement au travers des différentes charges et des caisses de retraite, ce qui fait qu'on n'a pas cette idée de se prendre en main. Par contre, on sent que le système qu'on a beaucoup vanté jusque-là peut arriver à bout de souffle, donc on peut avoir ses limites, et là, c'est là où il faut se prendre en main. Donc il faut commencer à s'organiser et se dire, en fait, tout ce qui était fait indirectement, c'est-à-dire que jusque-là, quand tu cotises à des différentes caisses de retraite, tout ça, finalement, l'investissement, il est fait, il est mutualisé. C'est des organismes qui vont collecter un peu d'argent sur beaucoup de personnes, qui vont investir à la fois dans l'immobilier, les actions, les obligations, et qui vont redistribuer cette richesse à un moment quand on a besoin. Mais c'est un système qui est aussi basé sur la croissance, en disant qu'il y a de plus en plus de gens qui bossent dans une population qui grossit. Mais là, voilà, on voit la limite entre la durée de vie qui s'allonge, donc des gens qui sont plus longtemps à la retraite. On a une population qui vieillit, donc on a un renouvellement qui n'est pas suffisant.
Donc finalement, le système peut arriver à bout de souffle. Et c'est là que la notion de « bon, je prends les choses en main et je m'assure moi-même de mon avenir » peut être un petit peu rassurante en se disant bon, il y a un système qui existe, mais le système, il peut avoir ses lacunes. Donc maintenant, il faut que je me prenne en main. Faut que j'investisse moi. Et en fait, ce qui a été fait indirectement pendant des années, il faut que je le fasse moi en parallèle, en complément, en supplément, pour pouvoir m'assurer mes vieux jours, quoi. Exactement. Et du coup, après, comment on fait ? Et là, aujourd'hui, encore une fois, on va retomber sur un secteur d'investissement et bancaire, aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va aller voir son conseiller qui n'est pas forcément formé. Son conseiller, le niveau des conseillers que vous avez dans votre banque aujourd'hui, il n'est pas assez bon. Moi, je suis plus qu'open pour que les banques que je vois avec elles, pour qu'on explique Fire à tout le monde et qu'on avance. Mais aujourd'hui, ils sont plutôt formés en étant des commerciaux pour vous vendre des produits et toucher des commissions. Donc, c'est pas la même chose. Là, tout est en train d'évoluer. L'épargne salariale est en train d'évoluer, etc. En fait, la génération, à chaque fois, dans chaque génération, il y a des transitions. Et là, la transition qui est en train d'être effectuée, il y a plein de startups qui se lancent pour vous aider à investir en bourse plus simplement avec un bon modèle, enfin, un modèle qui est plus actuel. Pareil sur l'épargne salariale. Je sais pas, il y a Epsor, je trouve ça super. Il y a Yomoni, Nalo, tout ça. Enfin, il y a plein d'acteurs qui arrivent. Il y a le crowdfunding immobilier qui est super avec ce que fait Arnaud. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent qui, par rapport, une fois que vous maîtrisez les outils et que vous comprenez ce que c'est le risque et qu'en fait le risque, une fois que vous avez un peu d'argent, c'est plus simple parce que vous vous rendez compte que perdre de l'argent gagné, ça va en fait. Mais il faut avoir vécu c'est les premières pertes qui sont dures. C'est au début quand, en fait, là par exemple, il y a un truc, c'est en gros, moi j'ai un de mes amis, bon il a 70 ans, et il a beaucoup d'argent parce qu'il a vendu une boîte aux US, etc. Donc il est américain de base, il a fait Stanford, donc tout ça, etc. Et là aujourd'hui il a remonté une boîte derrière, voilà. C'est pour vous dire qu'une fois, même quand vous avez beaucoup d'argent, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez. Et moi, pour répondre à la question, moi ça fait depuis que j'ai 30 ans, j'ai plus besoin de bosser, j'avais atteint mon premier niveau. Et puis que j'ai 32 ans, juste avant le Covid, j'ai décidé de prendre ma retraite, et après paf, Covid, et mes business là marchent pas très bien. Et enfin bon bref. Et en fait, il m'a dit, mais Victor, tu sais, l'argent c'est surfait. Et moi quand il m'a dit ça à l'époque, j'étais alors à l'époque, non pas exactement, mais j'étais à 2000 € par mois. Et quand vous êtes avec vos 2000 € par mois et que vous galérez pour payer votre loyer, tout ça, je le regardais, j'étais là, t'es bien mignon, mais l'argent ça compte. L'argent ça compte, c'est galère. Et là maintenant, aujourd'hui, je changerais tout à fait de discours. Moi, j'aimerais bien vous dire, arrêtez de perdre votre vie à la gagner. Mais en vrai, vous avez besoin de faire vos expériences. C'est pas... Puis en vrai, faut quand même la gagner un petit peu au début, quoi. Exactement. Et il faut pas oublier, en fait, même si vous avez une forte, on est quand même dans un monde réel physique. Et le monde réel physique aujourd'hui, l'argent c'est important. Donc si demain, même si vous avez une passion, etc., si vous n'avez pas d'argent, moi j'ai vu beaucoup de personnes, et ça m'a beaucoup aidé, de 40-50 ans, qui essaient de vivre de leur passion, mais ils n'y arrivaient pas. Et du coup, quand je vois ça, ne tombez pas, tant que vous avez de l'énergie quand même, en gros c'est ce que je prône, tant que vous avez de l'énergie, mettez de l'argent de côté, investissez pour vous créer potentiellement un avenir plus light et mieux pour vous, ou potentiellement vous ne savez pas, peut-être à 40 ans vous allez avoir envie de bosser 3 jours par semaine, peut-être que vous avez envie de vraiment œuvrer pour l'écologie, pour des écoquartiers, peu importe quelles sont vos motivations, mais permettez-vous de le faire. C'est qu'il y a un phénomène qui est intéressant, c'est souvent au moment où les gens ont des enfants, où on leur demande est-ce que tu aimerais que tes enfants fassent ton métier ? T'as beaucoup de gens qui disent en fait certainement pas. Non, je voudrais juste qu'ils fassent un truc qui leur plaise, quoi. Et c'est vrai que tu t'appliques pas forcément à toi ce que tu pourrais appliquer ou en tout cas comment tu conçois le bonheur de tes enfants, tu ne l'appliques pas forcément à toi. C'est assez, mais bon, ça demande peut-être une certaine maturité, quoi. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire les investissements. Donc il faut s'éduquer à l'investissement, et en fait ça fait très très peur parce que c'est une sorte de black box, on sait pas ce que c'est, et je pense que la chose n'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se lancer. Moi, ce que j'explique souvent en cours, c'est à mes élèves qui sont à l'école, c'est de leur dire, là, vous ouvrez un PEA. Vous mettez quelques centaines d'euros dessus si vous le pouvez et vous investissez tout de suite dans des actions. L'idée, c'est pas de perdre, de gagner, de boursicoter, c'est juste de commencer. Une fois que tu commences à investir dans des actions, tu vas t'intéresser, tu vas t'éduquer, tu vas comprendre pourquoi ça monte, tu vas essayer de comprendre, parce que souvent c'est voilà, avec les tweets de Trump, c'est pas forcément évident de faire des liens, mais en gros, tu vas commencer à t'éduquer au truc, tu vas comprendre, tu vas découvrir peut-être des sous-actifs comme les ETF qui te permettent de synthétiser des indices plutôt que d'acheter le CAC 40, d'avoir 40 lignes, t'achètes un ETF sur le CAC 40. Après, je rentre pas dans les puts, les calls, les options qui me paraissent encore un peu compliquées. Moi, je maîtrise pas du tout, et je pense que c'est des produits encore plus risqués. Mais l'idée, c'est de se dire, il faut commencer tôt. Parce que plus tôt tu commences, plus tu t'éduques, plus tu gagnes du temps et plus tu es efficace après. Il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent pour commencer, quoi. Exactement. Et même si vous avez de l'argent aujourd'hui, commencez dès maintenant, pas forcément avec beaucoup d'argent. En fait, la question, c'est... après, ça dépend de quelles sont les hypothèses, mais il faut commencer tôt.
il faut en fait, d'où l'origine de la communauté Fire. Donc en fait, moi ce que je me suis dit à un moment, c'est tout ce que j'ai pas eu, j'aimerais bien le donner à des personnes. Et du coup, là, ce que j'ai lancé, c'est la communauté Fire, où en fait, c'est une communauté où vous avez accès à du contenu gratuit, en gros. Alors peut-être que ça va devenir payant à 10 € par mois, juste pour qu'il y ait un minimum de commit. Voilà, c'est ce qu'on est en train de se dire avec les membres un peu costauds de la communauté. Mon objectif, c'est pas d'en faire de l'argent, c'est pas de devenir un YouTuber et de vendre des formations. Alors peut-être que ça arrivera, mais je pense pas. C'est plutôt de donner du contenu et vraiment créer une communauté où chacun à son niveau arrive à trouver le bon interlocuteur. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, on a l'impression que les gens qui ont de l'argent, ils sont éduqués sur l'argent, mais pas du tout. La plupart d'entre eux, demain, imaginez vous héritez de 10 millions d'euros, là, vous avez 10 millions d'euros qui tombent sur votre compte, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, ces gens-là ont exactement les mêmes problèmes que vous. Vous dites, indirectement, moi, avec le recul, c'est ce que je me dis, vous commencez, vous n'avez rien, qu'est-ce que vous faites? Et indirectement, vous êtes obligé de passer par une phase d'éducation financière. Si vous ne le faites pas, alors vous avez peut-être la chance de votre vie de tomber sur la personne la plus honnête du monde, etc., mais qui aura ses limites. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de stars qui ont eu un gestionnaire de finances privées qui s'est barré avec l'argent. Oui, ça arrive. Donc à un moment, rappelez-vous, vous êtes le seul responsable de votre avenir financier. Là, une fois qu'il y a des choses à maîtriser, regardez vraiment ce qu'il vous faut pour avancer. Si c'est un YouTuber qui vous inspire, allez-y. Si c'est un communauté, moi je pense vraiment à ça, c'est rejoignez une communauté avec des gens de votre niveau qui commencent et analysez-vous réellement où vous en êtes. L'ego, il faut le mettre de côté. Moi, ce que j'ai pas forcément tout le temps fait, ça m'a fait faire des erreurs. Et heureusement, maintenant, après j'ai compris. Et rester avec des gens qui vont dire, ok, viens, ouvre ton PEA, on avance, achète un peu, tu vas voir. Pareil pour l'immobilier. En fait, tout cet univers financier, pour des bonnes et des mauvaises raisons, est un peu feutré. Et il y a énormément de jargon, mais en réalité, quand on vulgarise, c'est très, très évident. En vérité, c'est simple. Vous achetez un truc, vous le revendez, ou vous achetez un truc qui vous donne de l'argent. Point. Voilà, c'est ça que vous faites. Et après, par contre, ce que vous achetez, c'est plus ou moins complexe. Et alors là, après, pour des raisons fiscales et des raisons juste opérationnelles, par exemple, ce que fait Arnaud, ça peut devenir assez vite compliqué de comprendre réellement tous les termes, etc. Alors qu'en fait, quand on est un peu habitué, c'est vraiment logique. Mais de l'extérieur, on vous parle obligation, on parle entreprise, on dit, OK, promoteur, on parle de dette mezzanine, on vous parle... Alors là, si vraiment vous voulez... il faut aller pour comprendre, mais à un moment, vous inquiétez pas, il faut commencer. Donc, commencez sur des petits montants, et c'est en commençant avec des petits montants que là, vous allez comprendre. Là, vous allez avoir l'énergie pour avancer. Ce qui est pas forcément intuitif sur l'immobilier, parce qu'on parle de investir en crowdfunding, ça peut être quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Investir en actions, c'est pareil, il faut ouvrir un PEA avec quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, on peut avoir un petit portefeuille. Acheter un appartement, acheter un immeuble, investir dans l'immobilier tout de suite. Alors, on a l'effet de levier, donc on peut... Alors, je dirais pas facilement. Généralement, on peut avoir de la dette, donc ça va limiter son apport, mais c'est quand même des montants qui sont significatifs et qui peuvent, par rapport à son salaire, représenter 5-6 fois son salaire annuel. Donc, ça peut créer des freins. Ce qui m'intéresse, c'est que tu évoques un petit peu ta stratégie d'investissement en immobilier. Toi, tu as acheté des appartements, tu as des espaces de coworking aussi. Donc, tu as fait de l'immobilier à la fois commercial, professionnel et de l'immobilier résidentiel. Tu as commencé avec de l'immobilier résidentiel ? J'ai commencé avec de l'immobilier résidentiel, oui. Comment tu l'as approché? Tu t'es dit, les gens achètent des appartements, ils les louent, je vais faire pareil? Je me suis dit oui. Et ce qui a été un autre élément déclencheur, c'est que en gros, je voulais trouver une coloc à Paris. Et c'était une période où le marché était tellement tendu qu'avec un de mes meilleurs amis, ingénieur, qui pose dans les centrales nucléaires d'ailleurs, on n'arrivait pas à déposer notre dossier. Et tous ceux qui ont connu ça, vous voyez la liste d'attente où vous êtes 40, vous déposez votre dossier, on dit ouais, vous avez un super dossier, vous inquiétez pas. Et en fait, au bout de 3 semaines, vous n'avez toujours pas d'appart, alors que franchement, on était... on a des deux dossiers, ingénieurs qui gagnaient leur vie. Voilà, et franchement, sur le super sympa, etc. Et en vrai, je me suis dit, si j'arrive pas, autant acheter. Et à ce moment-là, après, je me suis rendu compte, moi, je me suis lancé, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué, que tout honnêtement, je n'allais pas y arriver. Et puis après, j'ai avancé là-dessus. Donc, en gros, j'ai commencé par du résidentiel. Après, je suis passé à du commercial, mais c'était purement une opportunité. Donc, c'est un petit peu comme... vous voyez, quand, par exemple, à un moment, Dubaï, c'était, entre guillemets, presque rien d'un point de vue commercial. Et tous les malls commençaient à s'ouvrir. Et là, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent. Comment? Ils se sont dit, mais Starbucks, faut l'emmener à Dubaï. Mais je sais pas, les cafés Richard, faut les emmener à Dubaï, etc. Et du coup, ces gens qui sont en intermédiaire ont pris quelque chose qui marchait bien dans un autre pays, etc. Vous pouvez toujours le faire. Il y a toujours des pays qui sont en avant sur un sujet, etc. Vous pouvez toujours prendre une chaîne de café, etc. Vous pouvez y aller. Faut être un peu costaud pour le faire. Et généralement, quand les personnes qui ont lancé ça, les fondateurs recherchent un certain niveau. Donc, il faut quand même, si vous voulez faire ça, ils vont attendre de vous que vous ayez déjà géré un restaurant, peut-être un hôtel, etc. C'est comme ouvrir une franchise McDo. Ceux qui ont fait ça, c'est fantastique d'un point de vue patrimonial. C'est énorme. Après, d'un point de vue éthique, il faut voir. Mais d'un point de vue patrimonial, c'est énorme. Et après, il faut
voir où est votre éthique. C'est comme vendre des cigarettes. Pour tous ceux qui fument, je suis désolé, mais vous avez plus de 80% de chances de mourir d'un cancer. Enfin, faut le savoir. Mais bon, si des gens vendent des cigarettes, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit vous qui vendiez des cigarettes et que vous mettiez de l'argent pour financer la recherche contre les cigarettes? Enfin, voilà. Il y a des questions après, il faut voir. Il y a le business et il y a l'éthique. Après, nous, notre enjeu, je pense, de notre génération, c'est de voir comment on aligne ça. Bref, moi, à un moment, j'étais au Kenya et il s'avère que je bossais pour un fonds d'investissement. Après, j'encadrais les startups, etc. Et je bossais dans les locaux de Google. Et en fait, les locaux de Google, c'était un coworking. Et les coworking à l'époque, ça n'existait pas en France. Et je suis revenu en France parce que bon, toute une histoire, etc. Enfin bon, je pourrais rentrer dans les détails une autre fois. Et en revenant en France, il s'avère que bon, il y a une entreprise qui était grandement en difficulté et il y avait un espace dans le 15e, dans Paris. Et là, je me suis dit, en fait, cet espace, alors, entreprise vraiment en difficulté, ça perdait 30 à 50 000. Ah bah, c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus de problème, ça perdait 30 à 50 000 euros par. C'est marrant parce que du coup, là, à ce moment, ça a été un gap dans ma vie où j'ai vraiment avancé. Et aujourd'hui, je me retombe un peu dans cette situation avec mes sales business. Donc maintenant que je le dis, je me dis, OK, en fait, tout va bien aller, quoi. Donc à ce moment-là, la boîte était vraiment, perdait 30 à 50 000 euros. C'était compliqué et tout. Et puis là, je suis allé voir la personne qui a géré. Je lui dis, écoute, tiens, ton espace là, soit on le laisse. Donc tes 450 mètres carrés, soit on les laisse, soit on remet 100 000 euros et moi je te fais un truc et faut que tu me crois parce que j'étais dans un truc qui était... J'ai vu ça aux États-Unis, je n'ai même pas au Kenya. J'ai vu ça au Kenya, quoi. J'ai vu ça au Kenya à Nairobi. On me regarde, mais qu'est-ce que tu racontes du Kenya? Les mecs, ils ont pas de thunes et tout. Non, mais mec, crois-moi, c'est vachement bien. Et à l'époque, il y avait juste, je crois, 1 ou 2 espaces. Il y avait la mutinerie qui était là, qui a fermé là il y a pas longtemps. C'était une superbe équipe, etc. Et d'ailleurs, le fondateur de la mutinerie vient dans l'espace de coworking à Paris. Ouais, franchement, non mais très cool. Et là, en gros, j'ai transformé cet espace en coworking et après j'ai racheté la boîte qui a fait ça et du coup là j'ai commencé à me lancer dans le commercial sans m'être dit ok je me lance dans le commercial, c'était vraiment une approche un peu détournée et là j'ai ouvert le projet le plus rentable de ma vie. Je rigole parce qu'en fait je l'ai ouvert entre les deux confinements. C'est un immeuble de bureau coworking à Ivry-sur-Seine. Et là en l'occurrence je l'ai acheté. Celui de Paris, je suis locataire, donc bail normal. Tu sous-loues sur Paris. Ouais, tu loues la surface, tu la sous-loues en espace de coworking. Exactement. Et tu génères une marge sur le loyer que tu factures en plus au locataire. Il y a combien de postes dans cet espace? Ça dépend de la structure. Ouais. En gros, en vérité, si vous voulez vous lancer dans ces business-là, le coworking en tant que tel, en fait, à chaque fois quand vous faites de l'immobilier, la question à vous poser, c'est comment vous générez le plus de valeur avec ce que vous avez comme asset. Et après, peu importe que ce soit du coworking, la prochaine révolution, la nouvelle tendance, ou voilà. Et moi, en gros, ce qui marche le mieux dans cet espace, c'est qu'il y a 3 salles de formation. Et ça marchait bien vu l'endroit et vu le prix. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un peu un artisan de tout ça. Je suis pas un professionnel. Là, par exemple, aujourd'hui, on est dans un espace de coworking. Je peux citer le nom peut-être. Oui, ouais, donc on est chez Morning Coworking. Là, c'est industriel maintenant. Les mecs, ils font de la marge. Ils ont compris comment ça marche. Ils se mettent avec des promoteurs. Ils ont scalé. Ils ont scalé. Moi, j'ai absolument pas scalé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, je pense que j'en étais pas capable. J'avais pas compris. C'était en évolution. Moi, j'avais pas compris. Donc toi, tu étais un des précurseurs du coworking en France, mais ouais. t'as pas été celui qui a fait sortir le coworking et qui l'a rendu mainstream, on va dire. Pas du tout, parce que c'est un de mes défauts. Moi, j'adore découvrir des trucs, lancer des choses, faire un peu d'argent. Mais moi, je fais un peu d'argent. Moi, je suis un épicier, donc je fais un peu d'argent. Et d'ailleurs, mon prochain challenge dans ma vie, c'est de me dire, ok, je fais un truc qui fait vraiment beaucoup d'argent, parce que là, c'est passer l'étape numéro 2, quoi. Voilà, étape numéro 2. Moi, en gros, je suis à la même étape que mon père. Hein. Mon père, c'est quoi? C'est son père était épicier dans un petit village de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et vous êtes petit épicier, bon bah vous faites le chiffre d'affaires d'un petit épicier, et puis vous margez, vous êtes content. Par contre, vous n'êtes pas l'hypermarché à côté. Et l'hypermarché, c'est autre chose, c'est d'autres profils. Et moi, je pense que après, c'est bon. Je pense que dans mon œuvre et dans ma lignée familiale, j'ai un truc à faire un peu plus gros en me disant, ok, Victor, arrête de penser. Parce que en vérité, quand vous lancez et vous faites du business, quand vous n'êtes pas dans le business, vous pensez que 5 000, 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, c'est beaucoup. Mais en fait, il y a une distanciation qu'il faut avoir parce que quand vous avez vraiment des salariés, que vous faites des choses grosses, que vous voulez grossir, faut pas parler de 500 euros, c'est rien. Il faut parler de 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions. Vous êtes dans des autres échelles de grandeur. Les chiffres sont beaucoup plus importants. Faut jamais comparer ça avec son salaire, son revenu. Ça, c'est juste pas les mêmes ordres de grandeur. Oui, et puis surtout, demandez-vous pourquoi c'est ces ordres de grandeur-là. Et en fait, quand vous creusez, vous vous rendez compte que ça coûte super cher, en fait. Toutes les normes, parce que vous n'avez pas les mêmes ambitions, etc., etc. Donc, il faut juste comprendre où vous êtes et bien juger par rapport à un bon référentiel. Et donc, cet espace, voilà. Donc, tu dis, en gros, le nombre de postes, ça dépend de la configuration. Mais voilà, le business, c'était... tu as vu un truc ailleurs, au Kenya, tu t'es dit, le business est cohérent, c'est logique, ça devrait trouver son marché. Et donc, tu as une première idée de lancer ça en France avec une opportunité.
Et là, tu te dis, bon, bah, j'y vais, quoi. Qu'est-ce que tu as pris comme risque à ce moment-là? Tu as investi un peu d'argent ou Ouais. T'as quand même mis un peu d'argent sur la table. Ouais, en fait, ce que j'ai pris comme risque, alors pour être totalement transparent, c'est une boîte qui était en faillite. On a dû se séparer de tous les salariés. Donc j'étais tout seul à gérer ça. Donc une boîte de formation. Et en plus de ça, donc il y avait le local, soit on le laissait. Donc en gros, moi j'ai tout cuté. Donc quand vous faites ça comme job, d'ailleurs à un moment une grande banque était venue me voir pour que je fasse ça un peu pour eux. D'ailleurs c'est ce qu'elles vont faire là pour un grand nombre d'entre elles. En gros, ce que vous faites, c'est pas compliqué, hein. C'est mode survie. Hein. Vous prenez toutes les dépenses et vous dites, OK, je coupe. En fait, il y a deux façons de le faire. Soit vous prenez, vous coupez, soit vous recommencez de zéro et vous réadditionnez ce dont vous avez vraiment besoin. Et donc là, j'avais coupé tous les salariés, vraiment tout le monde. Donc je faisais le secrétariat, tout ça. Puis il y avait ce local et je me suis dit, attends, ce local, ça sert à rien, vaut mieux louer des salles. Et là, je me suis dit, bah non, on va faire un truc et paf, on a réinjecté 100 000 euros alors qu'on perdait 30 000 euros par mois, 30 à 50 000 euros par mois. Donc ça, c'est une situation forcément compliquée. Déjà, tu perds de l'argent et on te dit, bon, il y a moyen de s'en sortir, mais il faut quand même remettre de l'argent sur la table. Exactement. C'est en fait, moi je propose deux solutions. En gros, quand vous faites du conseil, c'est à peu près ça. Hein. Vous dites, OK, bon, alors soit on quitte. Donc là, il faut quand même accepter. Donc par exemple, quand vous avez un fondateur d'une entreprise, vous dites, bah, tu quittes tes locaux et la personne, ça fait 10 ans qu'elle est dedans, elle dit, ah ouais, zut, ça manque quelque chose. Ou sinon, sa boîte qui perd 30 à 50 000 euros, vous lui dites, bon, bah, remets 100 000 euros sur la table alors que bah, tu perds de l'argent. Sans garantie non plus que ça marche, hein, d'ailleurs. Aucune garantie. Il n'y en avait pas. Les plateformes, c'était un peu naissant. C'était des début de bureau à partager qui était très bien à l'époque. Après, ils ont changé de modèle, etc. Il n'y avait pas de Bird Office, là, qui est un gros acteur du secteur. Il n'y avait pas tous ces gros acteurs. Donc, en gros, on a fait ça. Alors, pour répondre peut-être, parce que j'aime bien donner plus de détails, pour répondre sur le nombre de personnes qu'il y a, en fait, il y a 2 open space où il y a à peu près une dizaine de personnes. Il y a 3 salles de formation. Il y a un autre open space où il y a 12 personnes. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 bureaux. Cet espace-là, avant Covid, 250 000 euros de chiffre d'affaires par an, 50 000 euros de marge. Et là, on peut se dire, OK, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je pense qu'il y a peu d'espaces de coworking qui marchent autant avec cette configuration-là. Moi, je peux vous donner un peu les détails aujourd'hui si vous voulez faire un espace de coworking. La superficie que j'ai à cet endroit-là, en fait, n'est quasiment plus rentable. Pourquoi? Parce que si vous avez une personne qui s'en occupe, en fait, votre rentabilité est trop faible. Et vu les problèmes que vous avez, en fait, quand on parle de ça comme ça peut vous intéresser. Mais en gros, quand vous commencez à avoir plusieurs business, d'où Fire, il y a un moment, il faut minimiser vraiment les risques et les problèmes que vous pouvez avoir. Là, moi, je suis grandement en risque sur un espace comme ça, parce que quand vous prenez un bail 369, bah, il faut quand même payer des loyers. Un espace comme ça me coûte 15 000 euros par mois. Et là, aujourd'hui, fermeture administrative, j'ai quelques clients. Alors, fermeture, mais en fait, non, pas réellement fermeture, enfin, toute une histoire, etc. On pourra en parler. Et du coup, bah, là, il faut que je fasse face à 15 000 euros par mois de perte sur un espace comme ça. Donc, moi, j'ai une super machine à générer du patrimoine et du cash en réalité, ce qui m'a permis d'atteindre des montants. Donc en juin, j'étais à plus de 12 000 euros par mois que je pouvais me verser, juste de rente. Sauf que quand ça marche bien, ça va. Sauf que quand ça marche mal, bah là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et moi, il y a 1 mois et demi, là, j'étais pas bien. Vous imaginez le gars qui arrive, je viens de finir un livre, La retraite à 40 ans, c'est possible, aux éditions Larousse, qui va sortir en février. En février, si j'arrive et que je fais, bon, écoutez les mecs... Finalement, c'est pas 40, c'est peut-être 42. Ouais, peut-être un peu après. Je me suis un peu emballé, en fait. Ouais, et puis finalement, vous savez quoi? Bon, bah, on se reparle. Hein, donc voilà. Et donc ce premier espace, alors ça fait combien d'années? Ça fait quelques années déjà. Ça fait 4 même plus de 4 ans, 5 ans, 5-6 ans même. Donc 5 ans, donc tu as eu des années où ça a marché jusque-là. Toutes les années. Voilà, cette année, comme on le dit souvent, est un peu particulière. Oui. Je déteste cette expression, elle m'énerve. Ah oui, bon bah... Plus au point. Elle est intéressante. Je l'ai trop lu, je pense. Ouais. Donc cette année, on a un événement exceptionnel qui a fait que c'était plus compliqué. On a 2021, on sait pas, on verra. Voilà, on fait pas de projection, mais on attend une année. On est tous optimistes. On espère tous que ce sera mieux. Et donc fort de ce premier espace de coworking, tu t'es dit, je vais en faire un autre. Alors, tu t'es dit je vais en faire un autre ou tu as eu une opportunité d'en faire un autre? En réalité, j'ai attendu. En fait, je pense que là aujourd'hui, avec un esprit beaucoup plus entrepreneur, parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous êtes Fire, généralement vous avez 2 vies. Hein. Donc vous avez une vie de boulot concrète, donc vous allez chercher un boulot où vous gagnez bien votre vie et vous avancez, et vous avez une autre vie qui est votre vie d'investisseur. Donc en gros, à quoi ça ressemble? La journée vous taffez, et généralement vous avez des jobs conseils, etc. Donc vous travaillez beaucoup. Les 35 heures, enfin on doit être le seul pays où on dit qu'on fait 35 heures, on mesure pas tout ce qui est horaire, et en fait on fait tous beaucoup plus que 35 heures. Regardez-vous sincèrement dans la glace, faut arrêter ce truc-là. Soit on l'accepte et on mesure vraiment et on se dit ok, enfin bon bref, passons à autre chose. Il y a ça, et à côté de ça,
en gros, en soirée, et quand, donc moi, peu importe où je travaillais, mais dans les 40 minutes de métro que je prenais tous les matins, je regardais des offres d'appartements, cherchais, et pour pouvoir faire ma vie d'investisseur. Et le week-end, je gérais, j'ai fait plein de trucs. Moi, j'ai fait du Airbnb, j'ai testé plein de choses parce qu'en fait, j'avais aucune idée de ce qui marchait à ce moment-là. Et du coup, vous avez 2 vies. Et du coup, en fait, moi, une fois que j'ai lancé le premier espace de coworking, je me suis épuisé. Je faisais le ménage à 4h30. Alors, à un moment, le ménage n'était pas bien fait parce qu'on avait gardé la même personne qui faisait un ménage quand il y avait 10 personnes. En fait, il n'y avait plus personne. Et du coup, cette personne-là, à un moment, il y a eu un petit problème avec un client et je me suis dit, il faut que je me sépare de cette personne-là. Et je me suis séparé de la personne en me disant, ouais, mais ça peut pas être si compliqué que ça, son job. Ouais, mais faire passer l'aspirateur dans 400 mètres carrés, je peux vous assurer que franchement, c'est long et en plus, c'est fatigant. Et quand vous faites ça, moi, je dis bravo à ceux qui le font. Hein. Parce que moi, à un moment, en fait, je faisais ça le matin, puis en plus, on n'avait pas d'argent, en fait. Donc, j'absorbais tous les trucs. En même temps, je suis en train de vendre une boîte en Afrique, tout un truc, n'importe quoi, des trucs qui m'amusent, quoi. Et là, c'était compliqué, quoi. Donc, j'ai fait ça et je pense qu'à la fin de ce projet-là, moi, j'ai tendance quand même à me pousser à bout. À la fin de ce projet-là, je me suis pas dit, OK, ça marche, go, on va sur un autre. Et j'avais même pas, je pense, intellectuellement, j'avais même pas compris que je pouvais en ouvrir un autre. D'accord, tu n'avais pas eu ce déclic. Mais comme ce que tu dis, ce que tu as dit tout à l'heure, tu n'as pas cette notion de scaler forcément les business. Tu en as un qui marche et tu te dis pas, en fait, je vais devenir le supermarché du coin. Quoi. Ouais. Exactement. Et donc, tu es quand même arrivé à la conclusion, ou en tout cas à l'opportunité d'ouvrir un deuxième espace. Alors, deuxième espace, là, c'est très récemment. Ce qui s'est passé, c'est, pour donner un peu de chronologie, du coup, j'ai fait cet espace, j'avais déjà acheté un ou 2 appartements, j'ai fait cet espace-là. Après, j'ai continué mes investissements en immobilier en propre. Ou en SCI, on ne va pas forcément entrer dans les détails. Et à un moment, en fait, je me suis dit, mon objectif FIRE est quand même assez important. Comment je fais pour l'atteindre ? Et du coup, j'ai commencé à racheter des business ou en avoir à côté pour générer de l'argent, pour que ces business-là me permettent en fait d'emprunter et de faire autre chose. Donc ça m'a pris du temps. En fait, j'avais prévu. Il y a énormément. C'est pour ça qu'il faut faire votre en gros business model de votre vie parce que vous devez prévoir à l'avance ce qui va se passer. Donc moi, j'avais prévu, mais il y a 5 ans, du coup, j'avais prévu de faire mon deuxième espace, mais comme ça. Et surtout, je m'étais dit, mais attends, tu es en train de payer 10, 15 000 euros de loyer. Regarde tout ce que tu es en train de générer pour la propriétaire et toi, qu'est-ce que tu fais ? Et je voyais les prix de Paris qui augmentaient et en fait, je suis arrivé à un stade où j'étais incapable d'acheter le local dans lequel j'étais. Bon, j'ai essayé de l'acheter plein de fois, hein. Mais la propriétaire qui est très gentille et je la remercie en ce moment de m'aider dans ce genre de situation. Et en gros, j'ai pas pu, donc je me suis organisé pour acheter ça et ça faisait longtemps aussi que je voulais acheter un immeuble, mais entre patrimonial et cash flow, donc on va rentrer dans le détail. Et du coup, là, je l'ai fait quand j'ai eu l'opportunité, donc quand j'ai mis 300 000 euros de côté pour pouvoir me leverager à 2 350 000 euros, le prix d'un immeuble assez conséquent en Ile-de-France. Donc, dans ta to-do list, tu avais acheté un immeuble ? Exactement. J'avais acheté un immeuble et à Paris. Bah oui, tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Et après, on se rend compte que la vie, c'est pas exactement ça. Ouais. D'accord. Du coup, tu es allé un petit peu plus loin. Tu t'es un peu écarté de ton objectif. À 500 mètres. Mais tu as quand même acheté un immeuble. J'ai quand même acheté un immeuble en Ile-de-France. Après, il faut voir. J'espère que ça a bien marché. Là, maintenant, je prends du recul. Si ça marche pas, c'est pas grave. On revend et voilà. Mais l'idée, elle est hyper sexy. C'est-à-dire que acheter un immeuble, ça peut paraître complètement fou. C'est-à-dire, moi... On peut se dire, je vais acheter un appartement, je vais faire un investissement locatif. En fait, acheter un immeuble, ça paraît tellement lointain, tellement inaccessible que ça doit même pas venir à l'esprit de 99% des gens. Moi, ça me vient pas forcément à l'esprit de dire, je vais acheter un immeuble. Pourtant, bon, tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait. Et ça demande beaucoup d'argent. Donc toi, ce que tu expliques, c'est que tu as réussi à générer du revenu avec tes business à côté, plus tes salaires, ce qui t'a rendu solvable. Exactement. Pour avoir le crédit. Alors cet immeuble, techniquement, il est logé dans une société. Exactement. C'est la société qui s'est endettée, mais c'est quand même toi qui es le propriétaire de la société, donc un peu le garant de l'ensemble. Donc c'est ta solvabilité qui est analysée ou c'est la solvabilité du business ? Alors généralement c'est les deux, mais souvent du business. Oui. C'est-à-dire qu'on regarde le business, la banque va regarder le business en disant crédible, pas crédible. Ok. Et si c'est pas marge de sécurité, c'est qui tient le business et est-ce que lui on peut aller le chercher si jamais on a des difficultés à recouvrer le paiement, quoi. Exactement. Et il faut savoir que la banque qui m'a suivi, c'est la banque qui me suit depuis que j'ai commencé. Donc ils ont vu mon évolution, ils ont vu ma capacité aussi à épargner, à rembourser par anticipation certains biens et à être très pragmatique. Donc une fois que vous êtes... c'est une notion de confiance, hein. Les banques doivent avoir confiance en vous. Et d'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans ce qui est FIRE, il y a plein de banques en ligne aujourd'hui qui peuvent vous donner des intérêts sur des cartes qui coûtent moins cher, etc., etc. Mais à un moment, il faut trouver des partenaires. Et les partenaires, ça va être les banques plutôt régionales. Ça va être, moi, c'est Banque Populaire, ça va être le Crédit Agricole, ça va être des banques qui vont suivre
à un moment, vous devenez entrepreneur de votre vie. Donc, vous arrivez sur des montants qui sont assez conséquents. Juste pour revenir sur les immeubles, en fait, au début, c'est une question qu'on m'a assez souvent posée quand je dis, voilà, j'ai tant d'appartements, etc. Moi, quelqu'un qui a 100 appartements, ça me fait absolument pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits, il faut quand même se dire qu'un immeuble, ça coûte 40 000, 100 000 euros. Et dans un immeuble, vous avez 5 appartements. Donc, en vrai, vous, aujourd'hui, avec votre résidence, si vous avez une résidence principale à Paris aujourd'hui, qui fait 60-70 mètres carrés, vous êtes à 800 000, 1,5 million. Vous imaginez le nombre d'immeubles à 100 000 euros avec 5 appartements que vous pouvez acheter. Voilà la réalité. Il faut en fait désacraliser le truc. Oui, ça, tu fais référence à certains vendeurs de rêves sur YouTube qui te mettent en avant des gens dont le talent immense leur a permis d'être propriétaire de X appartements à 27 ans et de générer une première rente. Mais oui, quand on creuse un petit peu, effectivement, tout le marché ne se réduit pas au marché parisien et on a des zones où le prix de l'immobilier est pas dérisoire mais très très faible, qui permet de multiplier les acquisitions et donc se dire en volume j'ai tant d'appartements mais en monnaie trébuchante c'est pas forcément incroyable. Ce qui fait le lien aussi avec le risque, c'est que souvent on est dans des zones où il y a beaucoup moins de demandes, qui sont moins peuplées et sur lesquelles l'investissement initial est moins élevé mais la rentabilité du loyer va être beaucoup plus forte. Exactement. Ce qui veut dire qu'on a un risque quand même de location. Exactement. Toi, tu as une aventure à 3. Alors, moi, c'est pas non plus la fin du monde, mais tu t'es éloigné du marché parisien. Comment t'es arrivé à cette opportunité ? Alors, là, c'était mon premier immeuble en fait. À Troyes, j'ai pas commencé par un immeuble aussi grand, etc. Je suis arrivé, donc à l'origine, c'est une collègue qui m'a dit, alors moi, j'étais pas à Troyes, elle m'a dit, tiens, avec mon copain, mon mari, on vient d'acheter un appartement locatif à Troyes, ça marche très bien, etc. Bon, en l'occurrence, c'est Alexandra, je lui dis bonjour, et son appartement a brûlé, l'immeuble a brûlé. Donc, je pense qu'après, elle n'a plus refait du locatif et maintenant elle est à Aix-en-Provence et dans une start-up. Et je pense qu'il y a toujours des mauvaises aventures, il faut être accroché dans ça. Mais bon, ça se passe très bien. Et du coup, moi j'ai acheté mon premier immeuble à Troyes qui ressemble plus à une maison qu'autre chose et où j'ai eu vachement de désaventures. Mais là, on arrive sur des montants. Le premier immeuble que j'ai acheté, celui-là, je crois qu'il est à 45 ou 55 000 euros. Il y a 3 appartements. Après, il faut rajouter quand même 40 000 euros de travaux. En gros, le projet à 100 000 euros. Oui, mais voilà, il n'y a pas de mystère. Tu l'as payé pas très très cher parce qu'il y avait un petit peu de revalo à faire, un petit peu de travaux pour le rendre un peu clean. Et tu l'as loué après. Et après, je l'ai loué. Et là, j'ai eu des mésaventures. J'avais peur parce que je ne connaissais pas, etc. Puis c'est à 3. Donc à 3, tu mets combien de temps pour y aller ? Alors à 3, on met 1h30, gare de l'Est, TER. Qui, en fait, pourquoi j'ai aussi acheté à Troyes ? Parce que c'est le même TER qui m'emmène chez mon père qui habite dans son petit village super loin. Et du coup, Troyes, je le voyais à chaque fois. Donc je me suis dit, tiens, je connais. Un super TER qui prend 3h30, maintenant 4h. Faut arrêter. Il se balade. Ouais, c'est d'ailleurs, je crois, la dernière ligne au diesel de France, hyper déficitaire. Enfin bon, passons. Donc ça garantit pas que ce train continue. Donc faut quand même. Non, la liaison n'est pas forcément pérenne. Voilà, exactement. Il y a quand même un moment, faut se dire, Bordeaux, depuis que le TGV a été annoncé, vous voyez l'effet. Donc pensez à ça, on plaisante là, mais en vrai, il y a des TGV qui s'arrêtent dans des petits villages, donc ça veut dire que, en réalité, entre nous, ça veut dire que le maire a été assez puissant pour que la gare TGV s'arrête. Voilà, c'est de la politique, c'est comme ça que ça marche. Par contre, le jour où le TGV ne s'arrête plus dans cette petite ville ou ce petit village, qu'est-ce qui se passe du village ? Il n'y a plus de communication. Donc, ce que vous achetez, à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est valorisé grâce au TGV, puis à un moment, il y a une notion financière où ça va. Enfin, le maire, il n'est plus là. Il n'y a plus ce poids politique. Ça s'arrête. Donc voilà, quand vous allez chercher de la renta, assez souvent, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus risqué entre acheter un appartement aujourd'hui à Paris 1 million d'euros et acheter un immeuble dans une ville de taille plus de 10 000 habitants, 200 000 euros et que vous le mettez en location. En vrai, moi personnellement, je ne sais pas parce que là, les prix de Paris, c'est quand même compliqué. Enfin, on commence à arriver c'est quand même stable Paris, mais on commence à arriver à un moment où potentiellement les prix sont très très élevés. Donc je ne sais pas. Oui, la question se pose de la solvabilité des gens. Est-ce qu'on peut toujours faire monter les prix parce que les gens peuvent payer plus cher ou pas ? Ce qui inclut... il y a plein de paramètres dans l'analyse, mais c'est vrai que ceux qui revendent pour acheter ont déjà bénéficié de la hausse, donc ont plus de capital, donc peuvent acheter plus cher, mais les primo-accédants qui ont dû mettre de côté pour constituer leur apport doivent emprunter plus, et donc il y a peut-être une limite. Il y a des arguments que j'aime pas trop qui sont c'est plus cher à Londres, c'est plus cher à New York, c'est plus cher à Tokyo, donc ça peut encore monter à Paris. Pourquoi pas ? Je trouve qu'on peut peut-être tomber dans le piège de comparer des choux et des carottes. Mais voilà, le fait est que les prix sont élevés. Donc la question se pose de est-ce qu'il y a de la revalo potentielle plus élevée dans d'autres villes, mais avec un risque locatif plus grand. Aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Exactement. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne sait pas trop. Donc toi, en tout cas, tu es quand même un peu diversifié. Donc tu as des appartements à Paris.
Oui. Tu as un immeuble à 3, 2 immeubles à 3? J'ai plusieurs choses à 3. Tu as plusieurs choses à 3. Différents. J'ai un immeuble complet, on pourra rentrer dans le détail, et j'ai à Aubervilliers pas mal de choses. En fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'ai commencé à acheter du coup à Paris, et j'étais dans quelque chose que je n'avais pas compris avant, du cash flow négatif. C'est-à-dire que mes appartements, ce qui aujourd'hui constitue le plus gros de mon patrimoine, donc c'est parce que ça s'est grandement valorisé, mais j'aurais jamais pensé faire ça. Quoique à l'époque, je me suis quand même dit, écoute Victor, achète un truc à Paris, parce que si tu veux rester dans le marché, justement ce qu'on vient de dire, fais-le maintenant. Parce que ça te permettra d'être dedans, et si un jour tu veux revendre et peut-être emprunter un peu, tu pourras rester dedans, alors que si tu t'éloignes trop, c'est parti. Donc pour tous ceux d'entre vous qui à un moment vont par exemple en province et veulent quand même revenir à Paris après, n'oubliez pas que quand vous sortez d'un marché, c'est très compliqué de revenir. Sauf si votre marché où vous allez fait de la bonne croissance. Donc attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Fire, en gros, il y a un moment où on peut partir à l'étranger. Donc il y a un moment où on peut se dire, ok, je veux être lean Fire, donc avoir peut-être 700 euros par mois. Et alors potentiellement en France, ça peut aller jusqu'à, ok, je touche que le RSA et je vais vivre en Thaïlande. Ça peut être ça. Sauf que le moment, vous avez 65 ans, vous n'êtes pas au top, et vous voulez revenir en France avec les questions de RSA, santé peuvent se poser. Exactement, très compliqué. Bref, donc moi, principalement, c'est Paris, 3. Donc 3, c'est des immeubles à 3. Et Aubervilliers, c'est des colocations. Donc là, c'est appartement. En gros, le nerf de la guerre aujourd'hui, je pense qu'il y a une réalité d'investissement. En gros, moi, ce que j'achète, c'est 80 cm carrés avec 4 ou 5 chambres en colocation. La colocation, c'est ce qui permet de valoriser au mieux un bien. Là, tu as évoqué la notion de cash flow négatif qui est hyper intéressante. Ah oui. Donc, tu as acheté des appartements et le cash flow négatif, ça veut dire qu'en gros, tu t'es endetté pour les acheter, que tu as un loyer, tu touches du locataire, mais ce loyer ne va pas couvrir l'échéance de l'emprunt. Exactement. Parce que dans cet emprunt, tu dois rembourser du capital et tu payes des intérêts. Donc, en gros, tu dois mettre un complément. Exactement. Et donc, ça te demande un effort d'épargne supplémentaire, ce qui fait que ça handicape ou ton train de vie, ou ton salaire, ou ta capacité d'investissement. Souvent, alors si on regarde ça de façon, si on le décrit tel quel, on a l'impression que c'est un investissement, c'est le pire investissement au monde, puisque on investit dans un truc qui coûte de l'argent. En vrai, il y a l'effet de levier, c'est-à-dire que pour X centaines d'euros qu'on va mettre, on va rembourser plus de capital d'emprunt. Donc, c'est un effet non cash. Mais l'idée, c'est de dire, c'est un investissement à cash flow négatif. Et il est possible d'envisager des cash flows neutres, donc qui te demandent rien, qui te rapportent rien, mais qui te permettent de rembourser l'emprunt avec le loyer, et éventuellement des cash flows positifs. Toi, du coup, tu as regardé ça, tu as fait tes BP en se disant, mince, j'ai fait un premier investissement, c'est à cash flow négatif, mais bon, je suis dans le marché parisien, alors peut-être que les prix vont augmenter, donc c'est pas si grave que ça. Et après, sur tes autres investissements, tu as fait une analyse un peu différente? Exactement, surtout que je pense qu'on peut, quand on parle de cash flow, ce qu'il faut prendre en compte, c'est non seulement votre emprunt, mais aussi tous les frais qui sont liés à un appartement. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a une fiscalité, il y a la taxe foncière. Un appartement à Paris, là, j'ai reçu, alors il doit y avoir un bug avec le site des impôts, j'ai reçu, normalement, je suis en prélèvement, et là, ils m'ont envoyé des lettres pour me dire, Victor, vous n'avez pas payé votre taxe foncière. Sauf que moi, les taxes foncières, j'en ai pas qu'une seule. Et 10% d'augmentation, de pénalité, là, j'en ai un paquet. Et du coup, ça commence à présenter beaucoup. Enfin, bon, bref, en fait, quand vous achetez un appartement, déjà, au début, on se dit, bon, ça va être de l'épargne forcée. Je vais devoir mettre 100 euros pour rembourser mon emprunt par rapport à un loyer. Sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que généralement, quand on a un loyer, il y a plein de... déjà, il faut vraiment voir ce qu'on doit comparer. En fait, il n'y a pas réellement de normes. En fait, dans l'immobilier, quand on parle de charges, on ne sait pas trop ce que c'est. Potentiellement, dans les charges locatives ou les charges de propriétaire, il y a des normes quand même. Mais en fait, de temps en temps, il y a l'eau chaude, c'est compris dedans. De temps en temps, c'est pas compris dedans. L'eau chaude, si vous devez avoir une chaudière chez vous et que vous êtes 4, c'est 50, 100 euros par mois. Donc, et ça va vite, en fait, toutes ces petites sommes-là. Donc, au début, je me suis dit, zut, je suis en cash flow négatif. J'ai commencé à modéliser en fait l'appartement en me disant, en fait, je suis pas à 200 ou 500 euros de différence avec un loyer. En réalité, je suis à 700 voire 1000 euros. Et ça veut dire que tous les mois, en fait, je me suis rendu compte que j'allais devoir mettre 1000 euros de ma poche en plus pour cet appartement. Et du coup, au lieu de m'enrichir court terme et de me dire, ok, je vais arrêter de bosser dans 10 ans, je me suis dit, attends, non seulement tu fais ça, en plus tu vas continuer. Alors, j'en ai acheté un autre. Donc, non seulement maintenant, tu gagnes bien ta vie, mais tu es obligé de gagner autant. Parce que si tu gagnes pas autant, tu peux pas payer tes apparts. Donc c'est très, très dur. Et après, je me dis, attends, il y a forcément un truc qui existe. Et du coup, les cash flows positifs. Et alors là, moi, bien parisien, pour moi, il y avait que Paris Intramuros qui existe et pas partout à Paris, parce que bon, faut se dire qu'à l'époque, c'est bon, maintenant, j'ai l'impression que je suis vieux, mais à l'époque, le 10e, c'était pas terrible, enfin, c'était un peu ghetto, il y a toute une partie du 10e, comme aujourd'hui, Porte de la Chapelle, en réalité, il y a quand même beaucoup de dealers aujourd'hui où on en parle, et c'est compliqué. Moi, je n'irais pas habiter avec, j'ai des potes qui habitent là-bas avec femme-enfant, mais compliqué, hein. Il y a des endroits qui sont un peu touchy. Et en gros, moi, je m'étais dit, non, mais c'est pas possible, puis après, un immeuble, c'est pas possible, mais en fait, ça marche pas, et puis, et non, et heureusement, à un moment, j'ai cette collègue qui m'a parlé de Troyes, en l'occurrence. Et même avant,
d'autres personnes qui m'ont parlé. Là, je pense que heureusement que j'ai un petit coup d'ego, un petit coup de fouet. Où je me suis dit, attends, Victor, c'est pas possible que tu l'aies pas fait. Donc, t'y vas. Et là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que j'avais quand même la chance de bien gagner ma vie. Et du coup, l'argent, je le voyais différemment. Donc, ça aide quand même. Et là, par exemple, pour rebondir peut-être une dernière fois là-dessus, là, avec des membres de la communauté, ceux qui sont vraiment intéressés à investir, on allait à Metz le week-end dernier. Donc très compliqué, un contexte aujourd'hui Covid, vous voulez acheter un agent immobilier peut faire une visite je crois toutes les 3 heures, vous pouvez visiter qu'à 2, à 3 un appartement, vous avez des masques, vous avez des chaussettes, vous avez des trucs pour les pieds. Des surchaussures. Ouais. Surchaussures, vous avez l'impression que vous allez dans un hôpital, franchement ça m'a impressionné. Donc on était 4-5 là à visiter 3 appartements. Donc Metz je connais pas, moi j'y vais, je regarde juste un endroit où en fait le prix au mètre carré est accessible pour un investisseur. En fait il faut se dire quand vous êtes investisseur, vous pensez alors, il faut distinguer 3 choses. Première chose, c'est cartésien. Vous êtes cartésien, vous ne regardez que les chiffres. Donc là, vous ne traitez que des chiffres, prix au mètre carré, et combien vous pouvez les louer, et c'est tout. Cartésien, et toutes les charges. Et vous regardez tout. Deuxième élément, émotion. Ça a traité à côté. L'émotion, c'est de se dire, ok, quand vous allez visiter un bien, comment vous vous sentez ? Est-ce qu'il y a un truc que vous sentez ? Enfin, on est quand même des êtres humains, on a quand même des sensations. Et si vous avez cette sensation-là, attention à quel est votre standard. Si votre standard, c'est un Haussmannien à Paris, vous n'êtes pas très bien parti pour faire de l'investissement, je pense. Sauf si vous faites du luxe. Moi, je ne sais pas faire du luxe. Et du coup, vous êtes... donc, comment vous vous sentez ? Et là, essayez de voir, parce que potentiellement, en fait, intellectuellement, il y a des choses que vous ne percevez pas, et votre physique, vous le sentez. Donc, l'immobilier, c'est quand même... c'est avec les mains qu'on le fait. Ce que tu veux dire, c'est que ce côté émotion, c'est... tu vois l'appartement, tu te dis... moi, je serais bien dedans. Je suis prêt à le louer parce que je trouve que c'est bien. Alors, potentiellement, si vous pouvez vous mettre à la place de votre futur locataire. Moi, j'ai pas mal habité dans des colocs, donc il y a pas mal d'endroits, j'arrive à avoir l'empathie pour mes locataires et à me mettre à leur place. Par contre, si vous avez un standard de vie, c'est ça le problème, parce que généralement, quand on a des moyens, on a un standard de vie très important et on se dit, par exemple, il y avait une journaliste du Monde qui m'a interviewé et elle me disait, mais quoi, vous faites des trucs où plusieurs personnes habitent enfin, vous êtes marchand de biens, il y a plusieurs personnes qui partagent, qui sont en colocation. Marchand de sommeil. Et moi, je me suis dit, mais je suis désolé, mais moi, j'ai connu ça toute ma vie à Paris. En fait, nous, on n'avait pas le choix. Donc, en fait, il y a quand même, faut vous dire par rapport à la réalité de vos clients, en gros, voilà, j'appelle ça des clients, de vos locataires, qu'est-ce qu'ils vivent eux. Et l'émotion, en fait, c'est plus à un moment, est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez mal ? Et en fait, il faut juste vérifier, en fait, plus vous êtes averti. Moi, aujourd'hui, mon émotion, je fais assez attention parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose, par exemple, si à un moment, je me sens mal dans un appartement, je me dis, ok, attends, tu te sens mal ? Pourquoi ? Et d'un point de vue cartésien, ok, c'est quoi ? Il y a un truc, ça sent, c'est quoi ? Et de temps en temps, c'est un dégât des eaux, une fissure, un truc que j'ai vu mais pas intégré. Donc émotion, très intéressant. Et après, il y a le dernier truc. Alors là, si vous arrivez là, vous êtes au top. C'est l'intuition. Donc il y a un moment, là, c'est réussir à quelque chose qui est presque mystique et à vous dire, ok, attends, je sens qu'il y a un truc qui va se passer, etc. Et alors, on ne sait pas. Peut-être que vous avez traité plein d'infos, lu plein d'articles parce que vous lisez beaucoup dans votre taf, etc. Mais vous connectez quelque chose et ça, potentiellement, c'est ce qui va vous permettre de faire un x2, x3 sur la valeur d'un bien parce que, ouais, il y a un truc que vous avez senti, vous êtes connecté à quelque chose. Je suis pas religieux ni rien, mais voilà. Et là, voilà. Ça paraît mystique, mais peut-être que c'est une question d'expérience aussi. Je sais pas. Moi, je pense que c'est sûrement de l'expérience. Et vous avez ce troisième élément. Alors moi, ce troisième, en réalité, moi, je reviens très terre à terre. Moi, je regarde cartésien, les chiffres, la renta. S'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et dont vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez. Et demandez-vous toujours quel est l'intérêt de votre interlocuteur. Et votre agent immobilier, l'intérêt, c'est de faire une vente. Et lui, quand il voit juste un mec qui va voir une fois dans sa vie. Et il voit une commission. 600 balles de commission sur un petit truc et ça peut monter à 150 000 euros sur des gros trucs. Mais en fait, il voit une commission et généralement, il voit une commission de 600 à 5 000 euros. Il voit surtout son salaire parce que le gars est payé au SMIC et il vit comme ça. Il a intérêt à avoir des commissions pour doper son salaire. Exactement, parce que lui, c'est ça son objectif. Donc lui, il vous voit, il voit toutes vos faiblesses. Un commercial, il vous analyse, paf, il sait exactement quoi vous dire, comment vous sentir à l'aise, flatter votre ego, etc. Et là, non, en fait, l'agent immobilier, vous ne l'écoutez pas. Faites vraiment, écoutez ce qu'il a à vous dire, après vous vérifiez tout. Ça fait 50 mètres carrés, ok. Est-ce que ça fait réellement 50 mètres carrés ? Ah, il y a un diagnostic qui dit que ça fait 50 mètres carrés, vous remesurez. L'univers immobilier, franchement, à chaque fois vérifiez, faites-vous confiance, mais donnez-vous les moyens de vérifier. Bref, on a fait ces visites-là, on était à 5, c'était des personnes qui venaient dans ce week-end-là parce que soit avaient déjà fait un investissement, il y avait plusieurs profils, soit avaient déjà fait un investissement et cherchaient le prochain, soit avaient raté un premier investissement, soit voulaient se lancer. Et en fait, on visite 3 biens, et sur le deuxième bien, 80 mètres carrés, 70 000 euros. Donc j'ai visité samedi dernier. Pas mal de travaux. Je pense que le projet global, frais de notaire, etc., 120 000 euros. Et on peut le louer 350 euros la chambre. Donc je pense que si on entre 350 et 500 euros la chambre, on peut avoir 1 000 euros de cash flow positif, grosso modo, avant impôt. Oui, avant impôt. Je traite toujours les impôts à côté. Pourquoi ? Parce que en fait, quand vous avancez un peu, en fonction de votre régime fiscal, comment vous l'achetez, par exemple, celui-là, je vais l'acheter sûrement dans une SCI.
à l'IR qui sera possédé par ma holding pour éviter que moi je touche l'argent directement. Ça, en gros, ça veut dire que je décale les impôts quand je vendrai. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de payer d'impôts parce qu'aujourd'hui, je considère que j'ai pas d'argent. Ça veut dire que tu amortis le bien, c'est ça? Alors, j'amortis le bien. Vu que la SCI est transparente, en gros, c'est même la holding qui peut amortir le bien. D'accord. Par contre, lorsque je fais une revente, je vais avoir totalement amorti quelque chose. Du coup, la valeur comptable sera très élevée. Donc, en gros, le montage, c'est que l'amortissement remonte sur la holding, donc ça va gommer des revenus de la holding. Exactement. Donc ça va diminuer son résultat. Exactement. Par contre, les impôts sont à payer à un moment. Donc Exactement. ou tu génères du flux et tu es imposé sur ces flux, oui. ou tu amortis le bien, ce qui va gommer les flux, oui. mais tu vas générer une plus-value parce qu'au moment où tu vends, si tu as amorti 100% du bien, tu fais 100% de plus-value. Exactement. C'est ça. Oui. Ok. Et en fait, fiscalement, c'est autorisé de faire ça en France parce que en fait, ça vous permet d'avancer. En fait, quand vous avez un statut un peu entrepreneur, en fait, c'est votre job. Et quand c'est votre job, moi j'ai toujours traité l'investissement comme mon job. Donc, pas au début. Et là maintenant de plus en plus, c'est mon job. C'est-à-dire, je fais ça pour gagner de l'argent. Et du coup, après, si je commençais à payer des impôts tout le temps là-dessus, je pourrais jamais monter et continuer à créer de la valeur. C'est-à-dire engager des gens pour faire des travaux, etc., etc. Et pareil dans les startups. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous créez une boîte, c'est normal que vous payez moins de fiscalité si vous revendez votre boîte au bout de 2 ans. Et il y a des possibilités de faire ça où en fait l'État vous laisse réinvestir votre argent parce qu'il sait très bien que vous allez relancer une boîte derrière. Vous réinvestissez votre argent, vous payez 4% ou ça dépend comment vous le faites, moins d'impôts aujourd'hui parce que vous allez remettre en fait. Tu vas tenter de recréer de la richesse et du coup recréer des emplois et donc c'est un intérêt quand même. Et donc tu remets tout l'argent, grosso modo tu remets quasiment tout l'argent que tu as gagné. Tu payes beaucoup d'impôts sur ce que tu tires toi directement parce que tu en as besoin pour peut-être t'acheter ton appart parce que justement tu n'as rien et tu mangeais des pâtes pendant 10 ans. Pour avoir un peu d'argent. Avoir un peu d'argent et après tu recommences. Bref, et cet appartement du coup j'étais avec ces personnes-là, bon j'ai fait le spoiler, c'est terrible, mais on était là et moi j'aurais dit écoutez les gars, moi je l'achèterais cet appart. Sauf que c'est un immeuble qui est pas très beau, qui fait un peu tour, comme des trucs que je peux avoir à Aubervilliers. Il faut tout retaper. Le gars qui est dedans, bon, il avait pas l'air. Je pense qu'il est en train de divorcer. Enfin, il est en train de divorcer, donc un peu terrible. Donc, il vend très vite. Prix au mètre carré, on est en dessous de 1 000 €. Moi, je vois le truc. C'est pas le truc. Vous avez pas un déclic en vous disant ouais, je vais habiter là toute ma vie, etc. Non, mais moi, étudiant, j'aurais été à Metz, j'aurais habité là parce que je rêve à me projeter. Et du coup, personne n'a voulu l'acheter. Et en fait, même là, en étant avec moi, et je leur disais, mais je vais l'acheter si vous ne l'achetez pas. Mais je vous assure. Tu les as un peu provoqué. Mais clairement. Ouais. J'aurais dit, mais les gars, achetez. On était allés là-bas parce qu'en plus, il y en a un qui vient de là-bas, qui s'est expatrié avec la Covid à Metz, et il est développeur, il peut bosser en remote. Et moi, je lui dis, mais achète-le. Il s'appelle Johnny. Je lui dis, Johnny, achète-le. Et Johnny était là, non, mais je suis pas sûr, etc. Je dis, les gars, si personne ne veut, je le prends. Par contre, une fois que je l'ai pris, je vous le donne pas. Oui. Et ils ont dit, non, mais nous on peut pas, j'hésite et tout. Ok. L'idée c'était qu'il y en ait un d'entre eux qui le prenne, qu'ils le prennent à plusieurs ou Non, un d'entre eux, un d'entre eux qui le prenne. Et moi j'aimerais bien, après c'est compliqué parce que dans les affaires, faut faire attention quand même à qui on s'associe. Dans le sens où on sait jamais comment on va évoluer les uns les autres. Sur des investissements long terme, c'est toujours. La question se pose. Comme le mariage, tout ça, faut faire attention. Franchement, faut faire attention à ces choses-là. On sait jamais comment les choses, les couples évoluent. Si vous mettez pas d'investissement d'un coup, ça marchera pas. Et du coup, en fait, ils m'ont dit, ah ouais, on va réfléchir, on va peut-être l'acheter la semaine prochaine, j'ai besoin de le revoir et tout. Je leur ai dit, écoutez, on vient tous de Paris. On a pris le TGV ce matin, on vient voir le bien, il y a déjà une offre. Là, soit on se positionne maintenant, soit il n'existe pas. Ce bien ne sera plus là. Lundi, il ne sera plus là. Et nous, on va revenir quand? Dans 2 semaines. Il ne sera plus là. Donc, soit on se décide là maintenant. En plus, j'avais fait venir mes artisans avec qui je bosse depuis 10 ans pour regarder tous les travaux. J'avais regardé tous les trucs. Quand même, je touche pas de com là-dessus. Mais quand même, je me sentirais mal quand même. C'est-à-dire que là, il y avait un essai à transformer. Ouais. Et alors, c'est toujours simple sur la théorie. Mais quand il faut passer à l'acte, là, on a tous les freins psychologiques, tous les biais qui vont t'empêcher, qui vont te dire oui, mais. Oui, mais en fait, est-ce que tu es sûr de ton truc? Exactement. Et là, effectivement, faut se jeter à l'eau. Faut, comme tu le dis, regarder de façon complètement cartésienne en disant quels sont les chiffres, quel est le risque associé à ces chiffres. Et à un moment, il faut y aller, il faut se lancer, quoi. Et il faut accepter que c'est une aventure qui est un peu longue, qui va demander un peu d'investissement, du temps, mais où tu fantasmes, où tu y vas, quoi. Exactement. Et le truc, c'est on oublie, et moi j'oublie maintenant, parce que quand vous avez l'habitude, c'est comme la première fois. Moi, je pense que mon premier stage, la première fois que j'ai fait un stage, j'ai dû être stressé, mais énormément, d'aller voir une DRH, alors que c'est juste quelqu'un de normal, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vivre, il faut en faire des visites, il faut y aller, parce qu'il y a un moment, ça va marcher. Mais si vous n'allez pas dans plein de situations, en fait, il faut peut-être vivre le fait qu'un appartement vous passe dessus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi aujourd'hui je me positionne tout de suite en un jour j'ai toujours un contre-avis. Donc j'ai toujours quelqu'un que j'appelle
qui est dans le métier, enfin qui Oui. est de confiance. Je vais pas appeler quelqu'un qui est averse au risque, sinon je ferai rien, mais quelqu'un en qui je peux faire confiance et qui va me dire, parce que je suis un peu tendance, il y a assez souvent dans tous ceux qui sont un peu entrepreneurs, on a quand même tendance à se sentir invincible à un moment, et c'est pour ça qu'on fait des trucs. Un peu cow-boy, ouais. Un peu cow-boy, parce que si on n'a pas ça, en gros, on n'existe pas. Parce que quand il y a des crises comme ça et qu'on doit licencier les personnes, recruter les personnes, si on pense à chaque fois au prud'homme qu'on va avoir, on fait rien. Et du coup, là en l'occurrence, j'étais avec mon homme de confiance, qui est Johan, qui fait des travaux avec moi depuis 10 ans. Et lui il me dit, ouais Victor, ok, on y va. Donc on a tout vérifié, j'ai tout vérifié avec lui, j'ai vérifié qu'il a fait son job, il a vérifié que j'avais fait mon job, et on se confronte. Et d'ailleurs c'est un des seuls qui peut me parler, parce qu'il faut quand même savoir, quand vous faites du business et des affaires, à un moment, les gars sont un peu costauds, donc moi quand je suis en face de vous, je suis pas forcément le plus tendre quand je fais des investissements, et il faut le savoir que c'est la même chose pour tout le monde, quand les gens sont à un certain niveau, ça y va quoi. Et là du coup j'ai fait une offre, et j'ai dit à l'agent immobilier, écoute, il s'appelle Christopher, et je lui ai dit, écoute Christopher, moi je te l'achète cash et c'est parti, même si derrière je peux le payer cash, le bien, mais derrière, je vais le financer. C'est ce que je suis en train de faire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a l'effet de levier, etc. C'est beaucoup plus intéressant que de consommer ses capitaux. Et là, j'ai reçu hier, donc j'ai fait l'offre. Et là, j'ai reçu hier, comme quoi je suis, entre guillemets, l'heureux propriétaire à terme, mais d'un appartement à Metz. Bon, premier appartement à Metz, intéressant. Alors, voilà. C'est bien. Alors, moi, en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, ça vous intéresse plus trop d'avoir ce type de bien. Pourquoi ? Parce que, moi, ça me fait un truc dans une ville. J'ai qu'un seul appart dans une ville, un appart. Donc, il y a un moment, en fait, l'aspect, même, ok, ça fait de l'argent, etc., mais non, moi c'est plus simple d'avoir plusieurs immeubles à plusieurs endroits avec plein d'apparts qui sont similaires, même s'il y a moins de rentabilité. Moi j'arrive à une étape où je dis, en fait c'est pour ça que les personnes qui ont potentiellement un peu plus d'argent ne cherchent moins de rentable pour avoir moins de problèmes, parce que là j'ai quand même une coloc à gérer, dans une ville qui a 1h30, dans une ville où j'ai personne sur place. Donc après, faut s'organiser. Mais bon, là pour le fun je le fais, c'est sport. Il y a un parallèle avec ton espace de coworking où tu dis, pour paraphraser ce que tu viens de dire, en gros tu as réussi à rendre sexy et rentable une petite opération. Mais de là à passer à une multinationale, il y a un taf. Il y a un taf qui te demande de faire des choix et peut-être de faire une croix sur une rentabilité à 2 chiffres. Là, l'immobilier, c'est pareil. Tu peux toujours trouver la pépite qui va te faire une renta à 2 chiffres après impôt. Mais si tu fais que des pépites comme ça commence à être un travail compliqué, éclaté, et il y a un effet volume qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas te concentrer sur des choix plus simples, parce que derrière, c'est de la gestion. On évoquait en début de podcast cette idée de rente. La rente, quand tu es à la retraite, tu es vraiment rentier, tu fais rien et tu es payé. Par contre, là, la rente dont on parle, c'est une rente qui demande du travail. Tu as tes investissements, tes capitaux qui tournent, tu as tes locataires à gérer, tu as tes investissements en bourse. Et donc, au bout d'un moment, le volume d'investissement étant en croissance, tu vas rationaliser un petit peu tes choix et te dire, bon, je vais peut-être pas aller sur du 8%, je vais peut-être aller sur du 6 ou sur du 4 parce que le volume est plus grand, parce que c'est un peu plus sécurisant et dans ma masse de travail, ça s'intègre beaucoup mieux, quoi. Et en réalité, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai pas les moyens d'être véritablement rentier. Il faut regarder le truc en face. En fait, j'avais pas compris ce que c'était d'être rentier. Et en fait, maintenant, je le comprends. Malgré les sommes que je peux avoir. Donc là, aujourd'hui, entre 4 et 5 millions d'euros investis dans l'immobilier, quand même. Des business qui sont pas valorisés. Parce que bon, là, de toute façon, même si on le valorise, je pense pas qu'aujourd'hui, vu la situation. Ça génère du cash, c'est ça. Voilà, ça génère du cash. Mais bon, là, je sais même pas qui. Enfin voilà, à un moment, quand vous valorisez un truc, c'est combien vous pouvez le vendre. Et ça génère du cash. Cette année, ça m'a pris du cash. Et en gros, bref, ça arrive. Enfin voilà, vous inquiétez pas pour moi. Même si je me retrouve à la rue, c'est bien, je recommencerai de zéro. Il y a plein d'histoires et je pourrais écrire un deuxième livre du coup. Et en gros là-dessus, il y a quand même un moment, en fait, quand vous arrivez à un gros stade, qu'est-ce que vous faites ? Il y a beaucoup de personnes qui vendent tout. Vous vendez tout. Les Américains font souvent ça. Ils vendent tout, ils mettent en bourse, ils se disent ok, ça monte, ça descend, mais j'ai tellement de marge, j'ai tellement de gras que finalement j'arriverai à vivre ma vie et je serai bien. Et je m'en soucie plus. Il y a d'autres gens qui sont... moi, je pourrais être failleur si mes attentes étaient plus basses, en fait. Sauf que je me suis mis à un objectif assez élevé, du coup, ça me met la pression. Et indirectement, je pense que vous l'avez bien compris, c'est que moi, je ne m'arrêterai pas de travailler, je pense, quoi qu'il arrive, et que ce soit dans des boîtes qui ont un impact ou autre, parce que, en vrai, c'est ça qui me drive. Donc, si j'arrête, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Demain, vous me laissez chez moi, je sombre dans l'alcool, je sais pas, mais en gros, je fais rien. Tu vas très vite t'ennuyer. Ouais, non, mais je vais être mal. En vrai, je vais être mal. Et après, peut-être que c'est, je sais pas, un problème psychologique, peu importe. Moi, je suis assez open là-dessus, mais en gros, non. Moi, j'ai besoin de drive encore aujourd'hui. J'ai encore 30 ans, ça va. Un peu moins de cheveux, mais ça avance. On y va. Et en tout cas, là-dessus, c'est pour ça que c'est très intéressant d'ailleurs ce que tu fais, Arnaud. Et je lui envoie pas, sincèrement, j'envoie pas des fleurs parce que je suis pas un mec comme ça. Moi, je suis vraiment très transparent sur, etc. Et en gros, ce qui est très intéressant avec ce que tu fais, c'est qu'à un moment, si j'ai assez de patrimoine, il y en a, je le laisse sur un compte bancaire, peu importe. Je fais attention à l'inflation quand même pour en parler, mais un autre sujet. Et en fait, j'investis dans
je diversifie quand même parce que bon, c'est à risque, etc. Bon, après, il faut voir le contexte, mais j'investis dans quelques-uns de tes projets en crowdfunding immobilier qui sont normalement assez risqués vu le rendement, etc. Mais voilà, j'investis dans, je sais pas, 4-5 projets, ça me fait 100 000 euros par an. Après impôt, je sais pas trop combien, on va dire 60 000, je divise par 12 et voilà, et je vis avec ça. Et voilà, c'est ça un rentier. Un rentier, c'est que Arnaud, je l'appelle juste et je lui dis tiens, mets 1 million là-dessus et puis on est parti. Quelles sont tes opportunités tu diversifies tes tickets et oui. Et c'est juste fun d'appeler Arnaud parce que vous faites du business avec lui, il est sympa, il est smart, machin. Vous avez de l'argent et puis vous savez que vous pouvez le perdre. Et puis voilà, c'est tout. Et là, vous êtes rentier. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui font en fait, c'est bien, mais j'ai pas envie de me transformer en gestionnaire d'immeuble. Et en vrai, moi, dans ma phase de constitution de patrimoine, vous pouvez regarder ma vie. Je suis un gestionnaire d'immeuble. Je gère des dégâts des eaux, je gère des trucs avec la police. Tu gères les locataires qui t'appellent à pas d'heure en disant il y a une panne, il y a un truc qui marche pas. Un truc qui marche pas, c'est votre faute, alors que c'est le voisin, toi tu peux rien, c'est l'immeuble, c'est le quartier. Enfin, après, ça dépend à qui vous louez. Encore une fois, quand vous faites un business, choisissez vos clients vraiment, parce qu'au début, vous n'avez pas le choix. Mais au bout d'un moment, choisissez des gens qui, vous payez et deux, qui sont sympas. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous paye bien, mais qui est pas sympa, après, ça dépend ce que vous voulez vivre comme vie. Mais bon. Ça peut rendre le business au quotidien un peu compliqué. Un peu compliqué, il y en a plein. Et après, bon, moi je suis pas la personne la plus simple, je m'améliore là-dessus, je pense qu'il faut que tous qu'on progresse, mais en gros, l'enjeu là-dessus, c'est quand vous avez, je sais même pas combien j'ai de locataires, mais j'en ai un paquet, donc il suffit que, en fait, vous avez un appartement avec un seul locataire. Vous avez la chance, la probabilité qu'il y ait un problème dans cet appartement. Moi, aujourd'hui, là, c'est mon heureux 15e. Je vais avoir 15 appartements en plus l'immeuble, avec tout ce que ça peut. Enfin, j'ai plein de problèmes partout en vrai. Moi, mon job, c'est comme mon job dans les boîtes. Quand je scale des boîtes de 60 à 400, je fais que régler des emmerdes. Moi, je suis juste un mec hyper réactif, un peu bourrin. C'est pour ça que je suis directeur des opérations, super. Et je fais des levées de fonds, ok, c'est cool. Mais en vrai, en plus de ça, moi, je fais ma vie, c'est comme un directeur technique d'une boîte. Je fais que régler des emmerdes. Et il faut le savoir. Mais bon, après, je pense que déjà, c'est fun. Et le vrai parcours Fire, c'est fun. Gardons comme l'idée que bon, c'est des emmerdes, mais c'est des problèmes à résoudre, c'est des thématiques, trouver des solutions. Il y a le côté un peu sympa de tout ça. Exactement. Puis c'est hyper enivrant. Vous achetez un appart, là, c'est cool. Bon, là, j'ai pas trop de sensations pour celui-là. En fait, je le sens même plus. Mais pour l'immeuble, franchement, j'ai pas dormi pendant 3 jours. J'avais réussi à faire mon truc. J'étais shooté pendant 3 jours. Je savais pas quoi faire. J'étais réveillé jusqu'à 3h du mat. Alors, par contre, faut se gérer après. C'est-à-dire que quand vous êtes shooté et que vous n'arrivez pas à dormir, bon. C'est bien. Tout se paye. Ça se paye. Donc après, vous dites, ok, attends, j'aurai une période de descente dans une semaine. Faut peut-être que je prenne une semaine de vacances. Et je l'ai pas fait, et j'aurais dû. Et enfin bref, non, c'est super. Et en gros, le vrai truc, c'est que Fire, en fait, si vous avez la motivation, en fait, je pense que la vie, c'est de trouver un truc qui nous drive, peu importe ce que c'est. Bon, vaut mieux que ce soit bienveillant pour l'humanité, parce que sinon c'est dommage. Et trouver un truc qui vous drive, qui va vous donner l'énergie. Après, foncez. Et quand vous foncez, en fait, l'essentiel, c'est pas l'objectif. En fait, en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est ce que vous allez apprendre en le faisant. Moi, c'est grâce à Fire que j'ai pu avoir les postes que j'ai eu assez élevés dans des boîtes et que j'ai pu, j'ai dû lever, plus de 100 millions en vrai, sur toutes les boîtes que j'ai effectuées. Quand même. Donc des gros montants. Et tout ça, j'ai pu le faire parce que j'ai pu comprendre ce que c'était d'être investisseur. J'ai pu comprendre la place de l'autre parce que je l'ai été à côté sur mes petits appartements, sur les risques, sur quand quelqu'un paye pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc tu as eu cette empathie qui t'a permis de comprendre ton interlocuteur et donc de savoir comment tu pouvais l'adresser. Exactement. D'accord. Savoir quel était le bon discours, en tout cas, quelle est l'aventure dans laquelle lui, il pouvait avoir envie de se lancer. Parce qu'en fait, là, on parle pas de transformer le discours pour le vendre. On parle de vendre une aventure où tout le monde est content. C'est une négo, quoi. Et donc, toi, c'est tes emmerdes t'ont permis de comprendre ça. Exactement. En fait, la vie, c'est, je pense sincèrement que c'est juste choisir les problèmes qu'on va avoir. Et il y a des problèmes qu'on est tous obligés d'avoir. Et après, il y en a d'autres, on les choisit. Et après, il faut juste choisir la bonne proportion de problèmes. Donc là, on parlait de stresser tout à l'heure le business model. Moi, je l'ai stressé, mais à fond. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, ok, j'ai de l'énergie, ça correspond à mon temps. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de problème d'argent au début, je viens pas d'une famille qui a pas de moyens. Donc je démarre pas. Moi, je respecte énormément. En fait, il y a quand même un déterminisme social qui existe. Moi, j'en suis. Les statistiques. Voilà, j'en suis de plus en plus convaincu. C'est moi aujourd'hui, finalement, faire ce que j'ai fait, j'ai quasiment aucun mérite parce que je suis blanc, 2, j'ai 32 ans, je suis un mec, j'ai pas de problème de santé et j'ai fait des études. Et j'ai eu la chance d'avoir des sœurs excellentes qui m'ont drivé dans des écoles excellentes et voilà. Et en vrai, j'ai aucun mérite d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc si là, aujourd'hui, vous commencez et vous démarrez et vous y arrivez, moi, j'ai un de mes potes qui est investisseur à 3. Lui, il a galéré dans les études. Il est intérimaire encore. Il a arrêté là. Là, maintenant, il marchande bien. Il est intérimaire. Il avait un problème avec l'autorité, il est super sympa, etc. Mais il avait un problème quand on lui donnait des ordres pour faire des trucs, vendre des cuisines, quoi. Et lui, il a, 17 appartements, il a trouvé une solution, il s'est associé, il a avancé, etc. Et moi, quand je le regarde, j'ai beaucoup plus d'admiration pour ce qu'il a fait, même s'il n'a pas les mêmes montants que moi, etc., que moi, ce que j'ai fait à mon niveau. Il y a un moment, faut quand même être lucide sur d'où on vient et où on va, quoi.
Oui, c'est ton côté humble qui ressort. T'as quand même, tout le monde n'a pas investi comme ce que tu as investi. Tout le monde n'a pas le côté schizophrène de j'ai mon boulot et j'ai encore du temps et de l'énergie le soir pour lancer mes autres business. Ce que tu évoquais, ça m'interpelle. C'est le côté je suis jeune, j'ai pas d'enfant. Donc c'est un peu le bon moment. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de bon moment parce que tu peux te cacher derrière ton petit doigt en disant c'est vrai que c'est le moment de monter une boîte là maintenant parce que je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'emprunt, j'ai pas de dette. Mais en fait il n'y a pas forcément de mauvais ou de bons moments, quoi. Je pense pas, mais il y a des facteurs, on va dire, aggravants. Donc, en fait, il y a effectivement jamais de bon moment. Par exemple, si aujourd'hui vous n'avez jamais géré vos finances, vous avez 45 ans, vous vivez avec un bon train de vie, vous sentez que c'est un peu la fin de votre job, commencez maintenant. Parce qu'il ne faut pas vous dire, ça dépend comment vous voyez la vie, hein, vous pouvez très bien, moi j'ai aucun jugement là-dessus, vous pouvez très bien décider d'arrêter votre vie, faites ce que vous voulez, mais en vrai, prenez-vous en main et regardez et dites-vous, ok, par rapport à où j'en suis factuellement, qu'est-ce que je devrais faire? Alors là c'est très dur, hein, parce que en fait je pense que quand on fait un peu de business, il y a un truc qui est intéressant, c'est réussir à se séparer vraiment de ses émotions, il faut vraiment réussir à switcher, hein. Et ça moi j'ai du mal, et c'est pour ça que là pendant le dernier mois c'était un peu dur, parce que je pense que la vague qui est en face de moi était plus grosse que celle d'habitude que je me prends, mais en fait le vrai truc à faire c'est réussir à dire, ok, concrètement, factuellement j'en suis où? Et là, entourez-vous de gens qui peuvent vous faire rentrer dans l'intellect, parce que de temps en temps, le mental n'arrive pas à reprendre le dessus, et le mental nous emmène dans l'émotionnel, où en fait, on imagine toutes les choses horribles qui peuvent nous arriver, et puis là, on fait un burn-out, on est fini, hein. Donc vraiment revenir à un truc intellectuel en se disant, ok, qu'est-ce que je dois faire concrètement aujourd'hui par rapport à mon truc? Ouais, il y a un gars qui est sympa, là, Victor, il fait du fire, mais est-ce que c'est mon truc? Pour beaucoup d'entre vous, c'est pas votre truc, hein, je vous le dis directement. Pour beaucoup d'entre vous, faites juste les bases pour vous projeter et maîtriser les bases de l'investissement. Et après, si vous n'êtes pas prêt à aller faire vous-même vos investissements, vous avez des boîtes qui le font, vous allez gagner moins d'argent, vous allez atteindre potentiellement un objectif moins important, mais c'est déjà ça. Et faites-le. Il y a Bivouac, puis l'un n'empêche pas là, tu peux après reprendre en main tes investissements. Exactement. Le tout, c'est d'amorcer la pompe. Ouais. Le mouvement FIRE, comme tu l'évoquais, il y a différents degrés. Toi, tu as abordé un côté un peu extrême, mais on l'a nuancé en se disant que voilà, tu peux choisir d'être à la retraite juste à 60-70 ans et faire un investissement un peu plus long. Tu peux déléguer parce que si tu n'as pas envie d'avoir 3 vies et que tu as envie de passer du temps, de faire du sport avec tes enfants, etc., tu peux te dire, je délègue, mais bon, la contrepartie, c'est que tu vas gagner un peu moins d'argent parce qu'il faut quand même payer tes intermédiaires, ce qui est normal. Mais voilà, il y a différents degrés, quoi. Oui, je nuance un peu parce que j'ai échangé avec une de mes sœurs qui est à Lisbonne en ce moment. Elle me dit, Victor, mais toi, t'es trop hardcore. Et c'est vrai. En gros, pourquoi je choisis aussi de porter le mouvement? Parce que j'adore ça et effectivement, je suis hardcore. Le vrai, il y a des. En fait, moi, je pense que c'est essentiel pour vous de maîtriser les bases de la méthode FIRE et après, vous choisissez ce qu'il vous faut. Et surtout, m'écoutez pas quand je vous conseille quelque chose, faites-vous votre propre avis. Et surtout, challengez-moi. Et il y a plein d'experts du secteur où à chaque fois, en fait, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme un médecin. En fait, quand vous allez chez votre médecin, je pense qu'il faut à la limite arrêter de l'appeler docteur et à le regarder comme si c'est une personne normale. Prenez pas trop de distance et challengez ce qu'il vous dit. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous prescrivez un médicament, etc., moi, à un moment, là, quand j'étais très actif avec ma double vie, etc., et que j'étais dans une start-up avec très forte croissance, on a ouvert plein de pays en même temps. Franchement, on y allait, quoi. On était vraiment cow-boy pour le coup. À un moment, j'avais des palpitations cardiaques. Je dormais quasiment plus. Je vais voir un médecin. Il commence à me prescrire des médocs où je me dis, attends, Victor, tu vas là-dedans. Lui il dit non, factuellement je dois vous prescrire ça, je vous le donne. Et moi je lui dis non mais Victor, tu vas là-dedans, t'es fini, je sais pas avec quoi tu vas finir ta vie, mais quand tu vas finir ta vie, mais et voilà. Et j'ai proposé de changer de job dans la boîte. Je me dis attends, c'est quoi le plus important? Descends un peu, etc. Et on peut se pousser. En fait, je suis transparent je pense que ce qui manque, en fait, je pense qu'il faut qu'on soit tous un peu capables d'entendre des choses pour se faire sa propre réalité. Moi, je vis totalement dans ma réalité, j'ai aucune idée de ce qui se passe à côté, mais je vous donne un peu les éléments concrets de ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut, quand des gens tombent malades, il faut l'entendre. Quand des gens font des investissements et ratent, il faut l'entendre. Et il faut surtout ne pas trop regarder les gens, faut regarder les gens qui sont successful, mais il faut comprendre pourquoi. Par exemple, moi, ça a marqué, indirectement, je suis potentiellement un peu successful sur les 10 dernières années. Est-ce que ce que j'ai fait va être bon dans les 10 prochaines années? J'en ai aucune idée. Par contre, la méthode de mettre de l'argent de côté, il y a des principes de base qui, pour moi, sont vraiment à pratiquer. Par contre, est-ce que demain, si vous faites la même erreur que moi d'acheter votre premier appartement à Paris, est-ce que vous allez faire un x2, x3 en patrimoine dans les 10 prochaines années? On n'en a aucune idée. Est-ce que là, par exemple, le CAC 40 qui fait 8,5% de performance hors impôt depuis 10 ans, etc., est-ce que ça va toujours être le cas dans les prochaines années? On ne sait pas. On sait pas. Donc, en vrai, tous les modèles, en fait, on essaie de prédire, en fait, tout ce qui est finance, etc., on essaie de prédire un truc qu'on ne sait pas, c'est-à-dire l'avenir. En gros, c'est ça. Et il y a juste un moment, il faut croire à un projet, se dire, OK, le soleil se lève quand même, OK, est-ce que j'investis dans ce truc, etc. Et c'est que ça. Par contre, surtout quand il y a une phase haussière,
d'un marché, faites vraiment attention parce que vous pouvez vous faire avoir. Par exemple, là en ce moment, ce qui se passe avec le Bitcoin pour la deuxième fois, on est dans une grosse phase haussière. Et là, généralement, on s'affole et on se dit, zut, j'ai loupé une opportunité, comme les VC. Voilà. En fait, quand vous êtes investisseur, ce qui vous horripile, c'est d'avoir loupé une opportunité. Et là, faites attention parce que généralement, c'est là où vous faites des erreurs. C'est-à-dire que le truc, en fait, est déjà passé. Donc là, par exemple, Paris, peut-être que c'est déjà passé. Peut-être qu'il ne faut pas acheter à Paris. Peut-être que ça va baisser demain. Ce que tu dis, c'est peut-être pas. Mais en tout cas, on sait pas. Il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul. Et surtout, le point, c'est quand vous voyez quelque chose qui est vraiment haussier, prenez de la distance. Dites-vous, attends, est-ce que j'ai les moyens de l'acheter? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est un vrai investissement, etc. Prenez du recul. Après, vous prenez votre décision. Mais surtout, ne faites pas comme les autres. Quand vous regardez les traders en ligne, par exemple, moi, vous faire 500 1000% de performance sur un an, moi, je vous l'ai fait, il n'y a pas de problème. Sauf que l'année d'après, je vous fais moins 100%. Donc, moins 100%, c'est votre capital. Donc, essayez, quand vous voyez des gens qui réussissent beaucoup, regardez réellement comment ils font, mais prenez du recul. Par exemple, les youtubeurs dont on parlait il y a 2 minutes, même celui-là, il y en a un que j'aime bien en plus. Mais quand il a fait une vidéo où il montre tous ses chiffres, etc., tous ses biens de propriété, machin, et ça donne l'impression que c'est bon. Mais en fait, moi, je regarde ce qu'il a fait, je me dis, ouais, attends, si le mec, il n'a pas fait 1 million en vendant des formations, jamais il le fait. Parce que, 1, jamais il aura le mindset pour le faire, où il se dit, ok, je prends des risques, j'y vais. Et 2, les montants qu'il fait aujourd'hui, ça vient d'où l'argent? C'est pas en vendant un appart où il fait un calcul en disant, oui, qui est vrai, hein, en faisant un calcul en disant, voilà, j'ai touché tant de loyer, j'ai acheté tant, je l'ai revendu, donc voilà combien j'ai gagné d'argent sur le truc. Mais en réalité... moi, si je fais ces calculs-là, de cette forme-là, je vois absolument pas les choses comme ça. Je suis en millions là. T'arrives à démystifier le truc. Mais voilà, donc faut prendre du recul. Et alors, il y a quand même des choses qui se passent. Donc, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant de regarder les nouvelles tendances, les nouvelles choses qui se lancent. Et je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui est nouveau. Mais pour comprendre ce qui est nouveau et ne pas se faire avoir. Attention parce qu'on est tous faibles d'un point de vue émotionnel. Moi, le premier, j'adore aller au bon marché. Il y a une marque qui a les mêmes initiales que moi, s'appelle LV, c'est fantastique. Du coup, moi, il faut que je fasse attention sur certaines choses. Il faut vraiment avoir un esprit cartésien solide pour retomber sur des bases. Et vous inquiétez pas, avancez à votre rythme et maîtrisez vraiment ce que vous faites. Il faut connaître les biais, ces biais et les biais en général. Biais cognitifs, alors là, après, le seul problème, c'est que dès que vous creusez un sujet, pour maîtriser vraiment le truc, faut y aller, quoi. C'est des lectures intéressantes, mais c'est vrai que quand on additionne la quantité de biais qui existent, on se rend compte que finalement il y en a trop pour les retenir. Il y en a trop, puis on n'y arrive plus, et après on panique, et après on fait des erreurs. Donc... C'est ça. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir à minima un petit peu de recul, d'écarter ses émotions, de revenir sur des chiffres, et après de prendre la décision quand même, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est pas contradictoire, mais c'est juste. Tu dis, bon, cet appartement, il fallait l'acheter, je l'ai acheté. Par contre, tu as un process de décision qui est rodé, donc tu peux prendre une décision rapidement, mais tu l'as pas fait sans réfléchir, quoi. Ah non, clairement Sauf pas. que juste ton temps de réflexion maintenant est court, parce que tu sais te positionner. Mais ce que tu dis, c'est certainement pas de se faire envahir par son émotion, de se dire, bon, allez, il faut y aller, là, banco, j'arrête de perdre du temps, bon, j'ai pas tout vérifié, mais je pense que j'ai un bon feeling. Ça, c'est non. Alors, déjà, il y a 2 choses. Le premier élément, c'est que, en fait, faut vous dire que en fait, ça vient avec l'expertise. Quand moi, je visite un appartement, tout de suite, je cartographie l'appartement dans ma tête. Je sais exactement combien ça coûte de faire des travaux de chacun des éléments d'un appartement, parce qu'à force d'avoir des cuisines, j'en ai fait. Je vois tous les problèmes que j'ai pu avoir avant. En fait, j'ai pas de sensations négatives sur mon passé, mais je me rappelle de beaucoup de choses, de process. T'as des alertes. J'ai des alertes. Et du coup, c'est pour ça que je suis ingénieur, pour que l'informatique, ça marche bien pour moi. En fait, les process, je les retiens. Donc, en fait, j'ai tout transformé en process dans ma tête. C'est ma méthode, on a tous notre méthode. J'ai pas une mémoire visuelle comme beaucoup de personnes. Et je pense que si vous avez ça, allez-y, parce que là, c'est fantastique. Moi, j'ai une mémoire auditive, donc en plus, pour ça, les podcasts, c'est pas mal. Et du coup, moi, j'analyse tout très, très vite. Et donc, je sais, en fait, dès maintenant, en fait, j'ai un réflexe, je sais combien les travaux ils coûtent, alors que j'ai même pas fait le devis. Et après, je suis toujours quelqu'un qui fait le devis et je refais le devis, parce que sinon, je me trompe. Et du coup, moi, je prends une décision en un jour. Pourquoi? Parce que déjà, avant d'avoir visité le bien, on n'avait que 3 biens à visiter, il y a plein de trucs à vendre à Metz. On n'avait que 3 parce qu'il n'y en avait que 3 qui marchaient. Voilà, selon les chiffres, il n'y en a que 3 qu'il fallait visiter. Voilà, dans un quartier assez large, dans plusieurs quartiers de Metz, il n'y en avait que 3 qui correspondaient. Donc c'est pour vous dire, en vrai, moi j'aurais pu emmener, on aurait pu aller visiter plein d'apparts sympas, des trucs sympas. Mais non, on allait voir 3 trucs. Parce que c'est une grille de choix, une grille de sélection. Donc je sais combien je peux le louer, normalement. Combien je peux espérer le louer en le faisant très bien, quels sont les travaux, où il est, j'ai regardé tous les éléments et je me suis dit ok. Et après, moi en termes de risque, pourquoi je peux me positionner, c'est un avantage, je peux me positionner aussi rapidement sur un bien comme ça parce que j'ai les liquidités aujourd'hui. Donc non seulement je l'ai fait plein de fois, donc c'est un truc que j'ai déjà fait en fait.
Donc imaginez demain, vous devez refaire un plat. Un risotto, vous l'avez déjà fait 10 fois, bon, vous dites ok, je fais un risotto. Moi demain, je dois refaire un plat que je connais pas, je suis pas sécure. Hein. Tu tâtonnes un peu, quoi. Je tâtonne un peu et je me dis ok, je vais peut-être pas le faire à mes beaux-parents tout de suite. Hein. Un petit peu d'émotion et puis. Voilà, exactement. Et j'ai peur, hein. Et souvent c'est pas très bon. Mais bon. Mais c'est peut-être pas meilleur la deuxième ou la troisième fois. Ah non, mais bon, après il y a des trucs, on est mauvais. Non, mais alors par contre il y a un truc. Normalement, si vous avez alors il y a un truc contre lequel je me bats, c'est ces fameux 10 000 heures là. Comme quoi vous pouvez devenir un talent et un génie si vous travaillez quelque chose 10 000 heures, etc. D'un côté c'est vrai, d'un autre côté c'est une énorme connerie. Alors pourquoi alors si vous êtes un peu dans les jeux vidéo, parce que je pense que maintenant ça touche un peu toutes les générations. Alors moi heureusement que j'ai arrêté de jouer parce que j'ai un comportement quand même assez addictif. Je pense que vous l'avez vu et sur les investissements c'est un peu ça aussi qui ressort. Et ben il y a quand même si par exemple il y a un joueur d'un jeu qui s'appelle League of Legends qui est un peu leader des jeux depuis pas mal d'années. Et en fait il y a un joueur qui a joué effectivement plus de 10 000 heures. Et il a joué, donc en gros le principe c'est quoi ? Vous êtes 5 contre 5 et vous devez détruire la base adverse. Et vous avez le choix entre une cinquantaine d'héros au début, maintenant il y en a peut-être 200, je sais pas combien. Donc en gros lui le gars, et c'est un peu compliqué quand même à gérer ce jeu là alors que ça a l'air très simple. Et le gars en fait, vous pouvez jouer soit au clavier, enfin clavier souris, soit juste souris. Et quand vous êtes débutant en fait c'est un peu compliqué, donc vous jouez juste à la souris. Le gars ça fait 10 000 heures qu'il joue le même personnage, donc il a dû commencer quand le jeu a été créé, hein, donc il y a plus d'une dizaine d'années, parce qu'il fallait faire 10 000 heures. Et il joue qu'avec la souris. Et à chaque fois, il joue pour se marrer et il ne veut pas se challenger intellectuellement. Le mec est intelligent, hein, je crois qu'il est développeur dans une grosse boîte, il gagne bien sa vie, etc. Et il est toujours nul. Et c'est classé ce jeu, il est toujours dans les pires depuis 10 ans. Et il a joué 10 000 heures. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a ouvert l'esprit. En fait, si vous pouvez faire quelque chose 10 000 heures et rester mauvais, si vous ne voulez pas devenir bon et si vous ne faites pas, vous n'évoluez pas dans votre manière de faire les choses. Si vous achetez un premier investissement, que le premier investissement, c'est que le couple c'est pareil, mais l'investissement, vous achetez un premier appartement. Votre investissement il capote parce que vous n'avez pas vu les dégâts des eaux, tout ça, etc. Enfin, je sais pas, vous n'avez pas fait attention à, je sais pas, les charges. Voilà, les charges en fait sont 3 fois plus élevées, etc. Vous n'avez pas regardé les charges. Vous en achetez un nouveau. Vous ne regardez pas les charges. Vous ne regardez pas tout ça, et ben vous risquez de rater le deuxième aussi. Donc à un moment, faut itérer quand même. Faut itérer et intellectuellement, faut être costaud. Faut vous dire attends, en fait, si c'est dur à dire, mais en fait, on part tous d'endroits différents et on peut avoir des passés durs. Ça, on est d'accord. Mais par contre, après, si à partir d'un point donné, vous avez plusieurs trajectoires que vous pouvez choisir. Et c'est à vous de bosser pour prendre la meilleure trajectoire. Sur les 10 000 heures, je reprends une lecture d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui dit, lui il est passionné par plein de sports et il dit en gros, moi je monte à 70% de compétences sur les domaines, parce qu'après pour devenir expert c'est tellement de taf que en fait ça prend trop de temps. Mais voilà, j'arrive à un moment où je prends du plaisir quand je fais du surf, quand je fais du ski, quand je rentre dans un domaine, je vais jusqu'à 70, alors je sais plus 70 ou 80, mais tu comprends l'idée, c'est de dire voilà, je deviens bon, mais pour être expert, il y a vraiment un taf démentiel après. C'est les sportifs de haut niveau, eux, ils sont très très bons à la base, puis après il y a des milliers d'heures de taf pour devenir excellent, quoi. Donc après, pour revenir sur ce que tu dis, il y a être investisseur et expert en investissement, le tout c'est de se lancer, de pas faire les erreurs 2 fois, d'apprendre et d'accepter de les faire les erreurs. Mais ça c'est un peu on a du mal à s'avouer l'échec aussi en France. Clairement. C'est pas grave de faire des erreurs. Hein. On en fera. C'est ça qui permet de progresser aussi. Mais faut éviter de les faire 2 fois. On peut les faire 2 fois, mais pas 3. Enfin voilà, faut itérer, quoi. Ouais, faut itérer. Et il y a autre chose, c'est que quand vous commencez, malheureusement, vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir accès à certains experts. Et généralement, vous avez les moyens qui vous permettent de payer des experts qui sont pas forcément, qui se croient experts, mais qui n'ont pas le niveau. Et là, moi, en l'occurrence, quand plus vous grossissez, là, par exemple, le montage dont on parlait avec la holding, moi, je l'ai fait un peu from scratch, tout seul, avec mes compétences, M&A, tout ça. T'as eu l'intuition, tu t'es lancé. Voilà, je sais ce que c'est un amortissement, je vois comment marche une boîte, j'ai géré des boîtes, je vois comment marchent les impôts, tout ça. Enfin bon, voilà, j'ai pas trop peur là-dessus, mais sauf que là, j'arrive à un stade où je me dis, attends, Victor, suivre, parce que c'est bien d'avoir une compétence, mais après il faut la conserver. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que conserver une compétence, c'est du temps. Donc en fiscalité, par exemple, les choses changent. Il y a des choses qui sont admises et après qui ne sont plus admises. Et à un moment, si vous faites tout, moi c'est mon gros problème, vous n'arrivez plus à rien et vous faites des erreurs. Donc là aujourd'hui, j'ai les moyens d'avoir avocat fiscaliste et avocat de façon générale. Du coup, je passe par des experts où je les trie, mais sur le volet. C'est-à-dire que moi, en gros, c'est comme vos salariés. Hein. Si pour un job donné, si vous prenez un associé qui ne vous impressionne pas dans son domaine par rapport au vôtre, c'est que vous pouvez le faire, ça peut marcher que ça, mais en gros, c'est pas le truc à faire. Moi, mes partenaires, c'est la même chose. Là, un avocat qui me met pas, déjà qui me parle pas dans le bon langage, qui est mon langage et pas le sien.
déjà ça m'intéresse pas, parce que j'ai pas le temps de comprendre son langage. Moi, j'ai pas le temps de passer le barreau. Voilà, je sais pas, moi, j'y arriverai jamais d'ailleurs. Et deuxièmement, faut que le gars soit hyper pointu. Et surtout qu'il me fasse pas un peu de poudre aux yeux ou en MNA, faut pas qu'il me maquille la mariée, quoi. Faut vraiment qu'il me dise ok, c'est ça Victor, voilà comment ça marche, et qu'il s'adresse à ma rapidité d'esprit, qui est pas forcément étonnante, et qu'il me dise ok, voilà, et qu'on bosse ensemble et qu'il m'apprenne. Moi, je veux qu'il m'apprenne et après qu'il soit garant que ce qu'on fait, c'est juste. Parce que voilà, la TVA, pour ceux qui sont un peu là-dedans, la TVA ça change, on fait une acquisition, il y a plein de trucs qui changent, il y a les mairies dans certains trucs, ça peut préempter. Il y a un moment, vous pouvez avoir un problème de fissure, comment ça se passe. À un moment, vous n'avez pas le temps de tout faire. Vous pouvez traiter les problèmes un à un, mais à un moment, vous n'allez pas être expert de tout. Il y a quand même beaucoup de problèmes à traiter au bout d'un moment, donc il faut être entouré. Là, tu dis que finalement, tu arrives un peu à scaler quelque part ou à te professionnaliser, en tout cas dans l'approche de l'investissement. Tu dis, là, j'en ai suffisamment pour avoir les moyens de m'entourer avec des gens compétents et bons dans leur métier, que sont les fiscalistes, les gens qui font les travaux, la compta, etc. Donc là tu rentres dans un cycle un peu de maturité où chaque nouvel investissement va rentrer dans un process qui est rodé, qui va s'intégrer dans une structure juridique ou non. Enfin, voilà, là tu sors un petit peu de l'artisanat, quoi. Exactement. Encore faut-il respecter ces règles et ne pas acheter un appartement à Metz qui n'a rien à faire dans mon patrimoine aujourd'hui. Mais bon, c'est pour le sport. On sent le côté gaming. Il fallait le faire, quoi. Super. Toi, tu as ton site. Oui. Du coup, moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog devenirfrugaliste.com et là, vous avez plein d'outils gratuits. Il faut laisser juste votre email, vous recevez l'outil. Vous avez aussi la newsletter que je lance en janvier. Donc, on est presque 10 000 là. Il y en a presque 10 000 qui attendent la newsletter et je ne l'ai pas envoyée. Ça vous montre à quel point je suis... Tu as fait un gros travail d'évangélisation ces dernières années sur le mouvement FIRE et sur le frugalisme. Donc, tu as créé ton site, tu as commencé à agréger une communauté, tu organises des meet-up. Oui. Tout ça pour donner des clés de compréhension et pour armer les gens pour qu'ils puissent se lancer, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, 10 000 adresses email, donc une communauté de 10 000 personnes, donc c'est quand même pas mal. Sauf que j'ai pas envoyé d'email, donc quand je vais l'envoyer, je vais en avoir 2000. Mais ça part en janvier, mais en tout cas, ça c'est top. Et moi, mon objectif, c'est franchement de pas franchir une ligne rouge. Ce que j'ai envie de faire, moi personnellement, dans mon évolution perso, c'est un mouvement où en fait, il y a de la transparence et je le fais pas pour faire de l'argent. Donc moi, l'évolution que je suis en train de faire, c'est et là on en discutait hier avec un peu la core team, c'est d'en faire une association mais un peu costaud, pas une association où les trucs marchent pas très bien, ou même une fondation à terme. Donc je suis sur ces pistes-là. Après, par contre, il y a quand même un enjeu, et ça c'est une problématique, il faut quand même monétiser un minimum pour pouvoir avoir plus d'impact. Donc moi j'en suis là, on essaie de trouver les bons trucs et on avance là-dessus. Il y a ça, il y a mon livre, du coup, La retraite à 40 ans, c'est possible, qui sort en février. Donc le niveau est franchement abordable, c'est plus une histoire lifestyle de ce que j'ai fait avec quelques éléments techniques, mais je rentre pas dans le détail des holdings, dans tout ça, et ça, il y a plutôt les outils qui sont en ligne. Et au moins, ça vous donne, moi mon objectif, c'est de vous donner les bases pour passer 1, 2, 3 piliers qu'il faudrait que je quantifie, mais en finance perso pour que vous ayez les armes pour aller après dialoguer avec des interlocuteurs costauds qui, eux, ont un intérêt à gagner de l'argent, à négocier avec vous, mais vous, au moins, vous comprenez comment ça marche et vous comprenez même combien ils gagnent. Donc si vous voulez vous lancer dans l'investissement ou si vous voulez, parce qu'il n'est jamais trop tard, une bonne façon de traiter le problème, c'est de commencer à regarder ton site pour avoir des clés d'investissement. Après on a les tiennes, puis après faut se faire ses propres clés d'investissement. L'idée c'était de parler un petit peu d'immobilier, donc on a traité un peu cette partie investissement avec le côté locatif, résidentiel, quand on cherche à doper un peu la valeur pour gérer ces histoires de cash flow. Donc tout ça j'imagine que t'as du contenu en tout cas sur ton site pour comprendre comment on densifie, qu'on fait de la coloc, on peut créer un peu plus de valeur, les espaces de coworking qui sont de l'immobilier du coup commercial. T'as pas de boutique? Non, j'ai pas de boutique. Tu veux pas en faire ou t'as pas eu d'opportunité? Là je regarde, mais je regarde plus, vu la crise, est-ce qu'il y a des boutiques à racheter, à transformer en habitation? Ah oui. Vu les tendances long terme. Donc même, je pense qu'il y a des entreprises là qui vont faire faillite et qui sont propriétaires de biens commerciaux. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire. Acheter l'entreprise et après exploiter le bien. Donc et là, le transformer. T'attends les opportunités. Exactement. Ok. Donc on te retrouve sur Devenir Frugaliste. On te trouve sur LinkedIn, sur ton profil Victor Laura, L-O-R-A. N'hésitez pas. Voilà, L-O-R-A, pas L-A-U-R-A. L-O-R-A. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds normalement assez vite. Et si j'ai le temps, on fait un call de 30 minutes. Et moi, je vous donne juste mon avis de non-expert du sujet que vous pouvez confronter après avec d'autres personnes. Super. Écoute, merci beaucoup Victor, c'était passionnant. Ravi d'avoir eu j'espère que ça aurait été utile et en tout cas c'était hyper intéressant d'avoir ton approche de l'investissement un petit peu hardcore. Merci beaucoup. Merci Arnaud.
Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec 2 personnes de votre entourage. J'ai plein de thèmes à aborder et de personnes à interviewer. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour m'indiquer les sujets que vous aimeriez creuser. Vous pouvez aussi les ajouter en commentaire ou par email sur contact@upstone.co. À très bientôt.